Cette vidéo est sponsorisée par Holzkern. Holzkern est une marque de montres et de bijoux fabriqués à partir de matériaux bruts comme la pierre et le bois. Tout type de pierre et tout type de bois. Jade, citrine, lapis-lazuli, érable, chêne ou acajou et même des feuilles ou des plumes de paon. Chaque produit est alors unique parce que les marbrures de l'un ne sont pas les marbrures de l'autre. Holzkern, c'est aussi des éditions limitées comme cette montre que j'ai décidé de vous montrer. Une montre de la meilleure série Star Trek de l'histoire. Discovery. Et non, je déconne, évidemment. Deep Space Nine, bien sûr, avec les méchants de l'espace qui viennent emmerder l'élu de Dieu. Incroyable série, et si vous préférez TNG ou la série originale, il y a de quoi aussi vous contenter. Oui, j'ai fait cette blague la dernière fois déjà, mais vous aviez été nombreux à profiter de l'offre, alors je me suis dit qu'en recréant les conditions initiales, peut-être que je reproduirai le résultat initial. Côté montre, on trouve aussi bien des modèles à quartz, chronographe, solaire, automatique ou hybride, et Holzkern, c'est aussi des boucles d'oreilles, comme celle que je porte dans la vidéo à suivre. C'est aussi des colliers, des bagues, le tout fabriqué à partir d'acier inoxydable, de l'or 24 carats et de l'or rose ou du platine. Idéal pour vous faire un cadeau en cette belle fin d'année ou pour faire un cadeau à l'un de vos proches, pour vous faire plaisir aussi. La livraison est offerte, comptez 2 à 5 jours ouvrables, une semaine max quoi, Et voilà, c'est dans la boîte à lettres. Avec ce code, bénéficiez de 15% de réduction sur toute la boutique. Produits sont garantis 2 ans, tout le bois est certifié FSC. N'hésitez pas à vous rendre dans le lien en description et à passer commande. Et sur ce, bonne vidéo. C'est un procès qu'on me fait souvent. Je parlerai trop de politique. Ma personne, mon contenu, mes vidéos, ce serait trop engagé. Et évidemment, cet engagement ne plaît pas à tout le monde. Mon objectivité est alors remise en question et avec elle, le sérieux de mon travail. Sauf que, sans une bonne croissance d'audience et sans la confiance du public, difficile de rester vidéaste vulgarisateur. Et la concurrence qui suit peut-être un parcours plus lisse rencontre probablement moins de difficultés à trouver des partenariats, des opportunités, des collègues avec qui collaborer. Alors on peut légitimement se demander si moi, comme d'autres d'ailleurs, on ferait pas mieux de lever le pied sur les idées et tout faire pour consolider notre modèle économique, s'assurer une place plus pérenne, bref, survivre le plus longtemps possible dans un écosystème aussi mouvement et incertain que celui de la création sur Internet. Sauf que voilà, la question de la politisation ou la question de l'engagement, de l'objectivité du vidéaste et tout particulièrement du vulgarisateur, puisque c'est ma position à moi, eh bien elle n'appelle pas de réponse simple. Pourtant, tous les créateurs de contenu sur Internet, et j'ai envie de dire tous les créateurs de contenu tout court, se posent ce genre de questions. Dans cette vidéo, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Et pour ce faire, il me semble absolument nécessaire de commencer par définir ce qu'est le sujet dont on parle, et donc ce que veut dire le mot politique. Remontons à la base, à la toute base, à l'étymologie. Le mot politique vient du grec politikos, qui est construit à partir de polites, le citoyen, lui-même basé sur la racine polis, la cité. Étymologiquement, le mot politique désigne alors les affaires du citoyen et de la cité. Nous ne vivons pas dans la société grecque antique, mais nous pouvons faire un parallèle avec la nôtre pour comprendre ce à quoi cela correspond concrètement. Parler politique, c'est émettre un avis sur tout ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de la société. Un avis peut être anodin ou construit, il peut sembler banal ou au contraire particulièrement clivant, et il peut s'inscrire contre l'ordre établi ou au contraire le défendre. Ce dernier point est d'ailleurs tout à fait intéressant. Ce que cela veut aussi dire, c'est que l'absence de prise de décision, ou sa mise en retrait de ce qu'on considère comme étant le champ politique, c'est aussi une position politique. Choisir de ne rien dire ou de ne rien faire, c'est se contenter des choses comme elles sont, et ces choses sont elles-mêmes la conséquence d'avis politiques antérieurs et de luttes politiques oubliées. Pour être plus précis, que l'on puisse dans notre société être libre de dire ce que l'on pense de quoi que ce soit, que l'on émette des idées qui sont débattues par d'autres, y compris dans le simple cercle social ou amical, cela fait de nous des acteurs politiques. Exemple, vous pensez que l'école, c'était mieux avant. Que les déserts médicaux, franchement, c'est pas ouf. Vous en parlez parfois avec la pharmacienne, vous en parlez avec votre voisin. Le constat est partagé par tout le monde, et pourtant, regardez où on en est. Ça, ce sont évidemment des prises de position assez clivantes autour desquelles s'affrontent en permanence plusieurs lignes politiques historiques. Alors oui, nous ne sommes pas, pour autant, des professionnels de la politique. Ni moi, ni vous a priori, puisqu'on ne tire pas notre salaire du marché des idées, ni d'un mandat électoral. Vous n'êtes ni rédacteur de manifeste, ni théoricien des idées, ni tribun hors pair, ou que sais-je encore, mais peu importe. Faire de la politique, ce n'est pas en vivre, c'est partager et défendre un système de valeurs, c'est se positionner par rapport à ses propres intérêts, c'est défendre et parler de là d'où on vient, là où on est, là où on va, là où on voudrait être.
De fait, et vous allez voir que ça va influer pas mal mon point de vue et toute la suite de la vidéo, mais tout est politique. Et d'ailleurs, se mettre d'accord sur le sens du mot politique, c'est peut-être le premier acte politique de cette vidéo. Puisque le sens des mots est lui-même débattu, source de conflit de vision, résultat de lutte, bref, vous avez compris. Et théoriquement, je pourrais m'arrêter là. Parce que finalement, les créateurs de contenu sur Internet sont politiques en cela qu'ils sont aussi des citoyens comme les autres. Ils ne flottent pas au-dessus du monde, ils ne baignent pas dans l'éther ni dans une forme de réalité disjointe. Mais ce serait néanmoins faire l'impasse sur une singularité qui leur est propre, et qu'ils partagent avec d'autres acteurs culturels et médiatiques. Les créateurs de contenu vivent également du discours qu'ils produisent et des audiences qu'ils influencent. D'ailleurs, il leur faut se distinguer en avis et en discours les uns des autres pour exister. Faire le perroquet, imiter très fidèlement un modèle, ça permet de s'inscrire dans une vague, mais c'est pas ce qui fait percer. L'identité politique des créateurs est donc mobilisée pour faire ce travail de distinction, même subtilement. L'audience le réclame. Personne ne se satisferait d'un milieu médiatique où tout le monde suit rigoureusement le même chemin et où les avis de chacun sont uniformes, neutres et impersonnels. Et pourtant voilà, il existe un paradoxe. Ne dit-on pas qu'un créateur lisse a plus de chances de conquérir une large audience ? Le haut de la pyramide sur Twitch et sur YouTube n'est-elle pas occupé par les moins clivants, par les plus lisses, par des groupes homogènes en termes d'idées et d'approche de leur profession ? Ne peut-on d'ailleurs pas faire le même constat quelle que soit la plateforme ? Émettre un avis politique perçu et analysé comme tel par l'audience et par ses collègues lorsqu'on est créateur de contenu, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied ? Et quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je voulais sincèrement être le plus lisse possible. Je voulais traiter l'information avec neutralité, rapporter des faits, sans jamais les juger ni les contextualiser, me limiter à la grammaire et au dictionnaire, bref, faire mon trou sans faire de remous. L'université m'avait formé dans ce sens, et je devrais même dire l'école en général. L'histoire, pour les plus anciens d'entre vous, vous la connaissez. Chacun, de toute façon, pourra remonter le fil de cette chaîne pour en voir l'évolution. J'ai commencé mollo, par quelques expressions, à décortiquer les bases de la base en linguistique, et surtout pas d'attaque frontale contre qui que ce soit, pas même l'Académie française. J'étais convaincu que le débunkage, c'était le summum de cette neutralité. Personne ne peut aller contre la science, contre les faits après tout. Et en vrai, voilà, j'ai creusé de ce côté-là, je me suis fait un petit public, grâce à la vague de Vulga 2014-2015, à laquelle je me suis accroché en queue de peloton. Les partages, la régularité et surtout, la chance, on fait le reste. Puis, il a été question dans l'actualité de réforme de l'orthographe. Ça a été le défilé des discours sans queue ni tête, tout le monde avait son avis. Vu la réforme de l'orthographe, ça m'a atterré. Et cet avis, il était souvent mal sourcé. Je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe, c'est une fake news. Alors ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai parce que dans l'école de ma fille, je suis désolée de vous dire, il y avait des dictées, mais vous enlève l'accent. Mais non, mais c'est pas possible. On enlève les petits Puis nous, on va vous laisser. J'en reviens pas. Bon sang. Je mets pas un très beau cadre, tout ça, c'est une vidéo très rapide, je vous fais ça en mode vlog. J'ai donc sorti ma caméra, je me suis filmé sans trop de préparation, laissant l'émotion et l'indignation guider mes arguments. C'est tout simplement parce que le code est difficile à appréhender. C'est du temps perdu. Alors certes, j'ai mis la retenue au placard, j'assumais quelque part enfin qui j'étais, mais il faut bien comprendre la donne de l'époque. La vulgarisation s'inspirait encore trop des milieux scolaires traditionnels et de l'image classique du savoir où les locuteurs demeurent calmes, bien habillés, avec de grandes phrases clamées devant un décor fixe et sous lumière neutre. Débarqué plein d'indignation, et même si ce que j'avançais était, je crois, juste et vérifiable, c'était contre-intuitif. Est-ce que les mecs, vous y croyez 2 secondes quand vous utilisez cet argument? Est-ce que vous avez réfléchi avant? Vous êtes complètement à côté de la plaque en utilisant cet argument-là. Et ce fut la meilleure décision qui m'a été de prendre à mon avis. Le combo colère et sujet de société, ça m'a fait prendre 15 000 abonnés en moins d'un mois, à une époque où je devais même pas en avoir 50 000. Ça m'a fait rencontrer sur le moment pas mal de gens, et ça m'a aussi fait, à partir de cet instant, rentrer dans la case youtubeur engagé, et ce, un peu malgré mon intention de l'époque. Parce que l'émotion, c'est politique, vous comprenez. Les gens rationnels, eux, ils sont en revanche très tranquilles, et ils règlent tous les maux de notre société par des débats d'idées sans jamais qu'un mot soit plus haut que l'autre. Ce que je veux montrer par cet exemple un peu romancé, par ce storytelling même disons-le, c'est que l'engagement politique peut être perçu là où ce n'était pas le cœur de la démarche. Parce que pour moi, dire que l'orthographe française n'a aucun sens, ça pouvait se démontrer simplement par les faits. Et cela n'avait donc, sur le moment, rien d'idéologique. Peu importe le ton, les faits sont là. Mais aux yeux du public, ça l'était, et pour l'audience, à partir de cet instant, j'étais engagé. J'étais une arme à partager sur Facebook pour faire taire les boomers qui invoquent leur cahier scolaire d'antan au tracé impeccable. J'étais la vidéo dont on extrayait les arguments pour se jeter dans la mêlée sur Twitter.
J'étais le petit youtubeur qui venait incarner un contre-discours face aux réactionnaires habitués des plateaux télé. Moi, cet engagement, au départ, je ne l'ai pas revendiqué. Il m'a été attribué. Il m'a fallu ensuite accepter ce qui se voyait comme un milieu d'usage. Le contenu de cette chaîne est aussi un contenu politique. Depuis, cet engagement est alors devenu l'un des moteurs de mon travail. Et on le voit bien à chaque fois qu'il m'est donné l'occasion de débunker une connerie lue dans les médias. Bon, clairement, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, en ce qui me concerne, ça me permet de dormir plus tranquille et de me poser moins de questions sur ma ligne éditoriale, et c'est beaucoup plus reposant. Donc bon, tant pis. C'est pour le mieux. Mais oui, être engagé, ou paraître engagé en tout cas, c'est se fermer d'une part substantielle du public. Mais c'est aussi un formidable moyen d'émerger et d'incarner un discours qui, de l'avis du nouveau public que l'on se construira, manquait de représentants. Un public potentiellement plus solide, plus fidèle, plus exigeant aussi, il est vrai, mais plus rassurant également. Et puis, c'est être plus authentique pour beaucoup aussi. Et ça, je pense que on y gagne tous. Alors ça, c'est contre-intuitif pour beaucoup de créateurs. Mais il faut dire que le choix de l'engagement, quel qu'il soit, il expose à plus de haine, à plus de procès, et évidemment, à une perte d'opportunités professionnelles observable. Il y a un coût qui paraît aussitôt beaucoup trop important. Je pense aussi que pendant des années, Twitch, on disait, voilà, c'est du jeu vidéo et pas de politique dans le jeu vidéo. Enfin, le simple fait que je sois une femme non blanche sur Twitch, c'est aussi un acte politique. Bah, le truc, c'est que moi, je peux pas le cacher, quoi. J'ai pas du tout le white passing, donc à un moment, quand il y a des actualités qui parlent de racisme, qui parlent de racisme, de sexisme, en fait, genre, je l'adressais. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, attention, parler de politique et d'engagement sur Twitch, ça va t'empêcher d'avoir des OP. Pendant des années, je me suis pas rendu compte que ce que je disais, c'était politique. Pour moi, c'était du bon sens, en fait. D'ailleurs, on m'a dit que j'étais effectivement militante à partir du moment où je disais que j'étais une afro-gameuse. Et je disais, genre, mais pourquoi? Pourtant, il y a... Je comprenais pas, et en fait, je me disais, ah mais si, je fais partie des personnes qui militent pour plus de diversité dans le jeu vidéo, et juste de l'annoncer dans mon chat, qui me disait, ouais, je comprends pas pourquoi afro-gameuse existe, pour moi le jeu vidéo, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est content, et t'es là, genre, ah ouais, non mais toi, tu sens que t'es un homme blanc, quoi, c'est pas possible autrement. Et pour le créateur moyen, cette absence d'engagement, cette neutralité, cet apolitisme, n'est-ce pas ce vers quoi le modèle nous conduit par défaut? Parler trop de politique, avoir un contenu trop politique, être trop engagé, c'est se couper d'une partie du public. C'est un manque à gagner et bien souvent c'est pour un pari risqué. Dans un milieu axé sur les chiffres, sur les stats, sur les vues, sur les abonnés, ça pardonne pas. Pour avoir de meilleurs indicateurs, il faut brasser large. C'est évidemment ce que font la plupart des créateurs de contenu sur Internet. C'est un enjeu de survie, c'est un plan qui paraît plus solide et qui permet de se rendre compatible avec un plus grand nombre de marques et d'autres créateurs dont on dépend aussi pour les partages et la réputation. Et comme c'est la position par défaut, elle n'est pas forcément réfléchie ni uniquement adoptée par pur carriérisme. Ben oui, c'est vrai. Les succès de Cyprien ou de MrV ne sont peut-être pas tendus à une volonté de rester lisse qu'à une démarche sincère de leur part de produire un contenu qui leur ressemble. Bon après attention, ils ont commencé il y a un bon moment. C'est vrai qu'ils sont apparus à une époque où il n'y avait pas vraiment d'argent, l'écosystème n'était pas du tout le même et évidemment, on peut trouver des choses très politiques chez eux, et dès le début. C'est nul André André, c'est nul à chier. C'est nul à chier, en plus t'es noir, tu peux pas taper André. Comment? Prends les Roumains pour des voleurs parce que les gens font l'amalgame entre les Roms et les Roumains, mais ce n'est pas pareil. Les Roumains sont ceux qui viennent de Roumanie, comme mes parents, et les Roms sont ceux qui viennent te faire chier. Bon, pour être tout à fait honnête, ce dernier extrait a été supprimé depuis de la chaîne YouTube actuelle de Cyprien. Preuve qu'il en est aussi que les avis d'antan, jugés consensuels ou alors pas particulièrement clivants, peuvent aujourd'hui jouir d'un nouveau regard, et la vision de ses propres productions peut aussi évoluer avec le temps. Mais cette vidéo-là, parler de ma famille, pour moi du coup il y a un lien particulier avec cette vidéo. Concernant d'autres, alors là la question de la position au service de la carrière, elle est en revanche plus ouverte. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on reprend le décryptage des sujets qui vont faire débat pendant l'élection présidentielle. Hugo Décrypte par exemple a une chaîne YouTube dont le modèle économique est quantitatif. Il vise par définition un maximum de vues pour continuer à exister. À titre personnel, je trouve que cette chaîne incarne bien un apolitisme que je jugerais volontiers comme étant de façade. Son contenu parlant d'actualité sociale, politique et économique, la neutralité est évidemment impossible. Et je crois qu'il est d'ailleurs aujourd'hui d'accord avec moi sur ce point. Apolitique, ça, c'est pas que ça veut rien dire, mais aucun journaliste n'est neutre. Si Hugo Décrypte se pose comme simple relais des autres médias à destination des jeunes, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de ligne politique propre. Et cela veut encore moins dire qu'il suivrait une ligne apolitique avec un traitement neutre de l'information. Nous, on a une approche qui se veut
factuel sur les sujets. Comme la plupart des autres médias, il suit la ligne politique globale et l'agenda médiatique qui en découle aujourd'hui. Cet agenda, évidemment, est déterminé par des questions économiques, est donné par des actionnaires ayant des intérêts politiques, qui est piloté par des journalistes ayant leur biais. Bref, la ligne éditoriale d'Hugo Décrypte, malgré tout ce qu'il pourrait dire pour rassurer son public sur son engagement, elle est profondément politique. Si le cas d'Hugo Décrypte est si intéressant pour moi, c'est qu'en dépit des critiques de neutralité dont il fait souvent l'objet, il défend, au moins depuis 2019, qu'il n'est pas neutre. Il a d'ailleurs consacré plusieurs vidéos à ce sujet, aussi bien pour rassurer son public que pour des raisons déontologiques. Il défend donc l'idée, depuis quelques années déjà, de ne pas pouvoir faire preuve de neutralité car personne ne le pourrait par définition. En revanche, il défend autre chose. Il défend l'idée selon laquelle un journaliste ne devrait pas donner son opinion, mais essayer de rapporter, tant que faire se peut, la vérité et rien que la vérité. Le besoin et le devoir plutôt de respecter la vérité, des informations qui sont vérifiées, précises et exactes, les principes de recherche de la vérité. Une vérité que l'on touche du bout du doigt en respectant la diversité de points de vue et en essayant d'être le plus objectif possible. L'objectivité n'est pas quelque chose que l'on peut espérer atteindre, mais c'est quelque chose vers lequel on se doit de tendre. À titre personnel, pour la chaîne Hugo Décrypte, c'est une vision que je partage pas mal. Ce qui finalement nous rapproche quand même assez de ce que beaucoup considèrent comme de la neutralité journalistique. Une ligne engagée donc oui, mais quand même assez consensuelle. C'est parce qu'il suit cette ligne qu'il est tout à fait légitimé auprès des médias traditionnels d'ailleurs, et qu'il a pu interviewer un ministre et même un président de la République. L'objectif de cette vidéo, suivre une journée d'Édouard Philippe pour comprendre le fonctionnement de Matignon, le rôle du Premier ministre et voir tout simplement à quoi peut ressembler l'une de ces journées. Dans son cas, l'aspect vérité, fait et objectivité est alors probablement rassurant. L'un des moteurs du succès est peut-être une porte d'entrée pour beaucoup de jeunes vers davantage de contenu à la ligne plus affirmée. C'est un sujet dont on pourrait débattre, et pour être honnête, je n'ai moi-même pas d'avis constant sur la chose. Mais là je dérive, et en plus je voudrais vraiment pas faire de procès d'intention, parce que les gens qui revendiquent une neutralité ou un apolitisme, même de façade, ils peuvent sincèrement y croire. Et moi je le connais pas Hugo Décrypte. C'est peut-être tout à fait le cas, ou pas. J'en sais rien à vrai dire. Ce que j'ai pu constater en revanche, c'est que les seules positions politiques évidentes que les vidéastes lisses pourraient prendre, ce sont celles qui ne heurteront jamais leur public. Parce qu'il y a des sujets qui fédèrent plutôt chez les jeunes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Selon un sondage Ipsos réalisé auprès des moins de 30 ans en âge de voter juste avant la présidentielle de 2022, les préoccupations principales de la jeunesse sont le pouvoir d'achat et l'environnement. Si le premier thème est très large et associé à des propositions très diverses, mais aussi très opposées sur le terrain idéologique, le second sujet paraît quant à lui plus fédérateur. Le changement climatique, la canicule, trier ses déchets, en voilà des choses qui mettent tout le monde d'accord et qui, sans surprise, donnent lieu à des prises de position assez nettes. Quelles sont les conséquences d'une hausse des températures globales de 1,5, de 2,5 degrés à l'échelle de la planète? J'ai rien contre lui, hein. Vraiment, je vous jure vraiment, j'ai rien contre lui. Ces dernières années, on a vu nombre de créateurs de contenu sur internet retweeter ou participer à des initiatives comme On est prêt, partir planter des arbres en Afrique parce que la planète quand même, et si c'est vrai, c'est sûr, c'est mieux que rien, on peut quand même parfois questionner la démarche. Tous ensemble, et merci d'être là, on va nettoyer Paris, en l'occurrence une partie du 19e, c'est important, vous savez bien qu'il y a un gros mouvement écologique, une grosse prise de conscience. Après tout, c'est des bons points pour le paradis qui ne coûtent pas bien cher. Et qui peuvent en plus permettre de gagner un peu de visibilité tout en paraissant sympathique. Je dis ça avec cynisme, mais j'ai parlé à un youtubeur il y a quelques années qui m'a dit alors texto cette phrase. La planète, moi, je m'en bats les couilles. Je vais pas arrêter de prendre l'avion ou changer mon mode de vie, mais bon, ça marche bien l'écologie auprès de mon public. Business is business. Mais il existe une exception à l'engagement politique un peu plan-plan qui se confond parfois avec l'opération de communication. C'est quand les intérêts des vidéastes sont directement impactés. Parce que oui. On me l'a fait remarquer, et c'est vrai, les vidéastes interviennent peut-être plus frontalement sur le plan politique quand ils sont directement touchés. Ça a d'ailleurs été le cas avec l'article 13, les décisions arbitraires de YouTube, ou même récemment le rachat de Twitter par Elon Musk. On notera aussi que certains s'étaient mis en retrait de ces enjeux, s'attaquant alors à leurs collègues créateurs et créatrices plutôt qu'aux plateformes, jusqu'à ce que, à leur tour, ils aient à en subir l'arbitraire des décisions, ce qui change évidemment la donne.
Quand t'es de 0 à 500 subs, le streaming ne doit pas être ton métier. Si c'est ton métier, c'est que t'as fait une erreur de choix de carrière ou que c'est trop tôt et que t'as fait le switch trop tôt. Alors cet extrait, je ne l'ai pas pris en traître. C'est par celui-ci que s'ouvre la vidéo intitulée « Twitch détruit les petits streamers ». Dans cette vidéo datant du 13 août 2021, Zerator aborde le récent changement de tarification de Twitch. À l'époque, en effet, le prix baisse et devient dynamique selon le pays et des mesures de compensation sont annoncées pour éviter les pertes de revenus, mais à certaines conditions imposées par la plateforme. Un changement qui inquiétait les créateurs les plus précaires, mais qui visiblement n'inquiétait pas les gros créateurs de son acabit. Son discours a alors été pris comme un sempiternel « Si ça marche pas pour toi, t'as qu'à aller bosser », une morale surplombante venue du haut de la pyramide, destinée à ceux qui la portent à bout de bras, et qui n'était donc pas passée auprès de tout le monde. Il y a des gens qui ont dit ça va niquer les petits streamers. Les petits streamers qui avaient du mal à en vivre, qui avaient 400, 500, 300 subs, et ben eux, ça leur enlève 10, 15, 20% de revenus total, alors que c'était déjà la galère pour eux. Moi j'ai un peu du mal avec cet argument. Mais l'année suivante, changement de ton. Nouveau changement de la part de Twitch qui désormais met fin à une injustice de longue date. En effet, jusqu'alors, tous les créateurs se répartissaient les revenus générés par leurs activités avec Twitch, 50% pour l'un, 50% pour l'autre. C'était vrai, sauf pour certains qui bénéficiaient d'accords préférentiels à 70%, notamment certains très gros, très bien placés ou au potentiel de croissance important. Certains, comme Zerator. Désormais, à partir de cette date, le 50% devient la norme et le 70% sera accessible à tous, mais si l'on respecte, une fois de plus, des conditions fixées par la plateforme avec un plafond à 100 000 $. Cette mesure n'impacte pas l'extrême majorité des streamers, et elle n'impacte d'ailleurs même pas une partie de ceux qui bénéficient de cet accord préférentiel. Mais quelques-uns, parmi les mieux lotis, seront peut-être quant à eux quand même impactés, et ça, eh bien, ça ne passe pas au sommet de la pyramide. En gros, Twitch a dit du jour au lendemain, les streamers qui génèrent plus de 100 000 $ par an, au-delà des 100 000 $, vous allez plus toucher 70% de commission, mais 50%. Donc une baisse de 28% de chiffre d'affaires direct. Le débat, c'est qu'en fait, on est une entreprise, on emploie des gens, on monte des événements, on crée des projets, et d'un coup, l'une de nos sources principales de revenus, parce que c'est pas la seule, nous enlève 20% de revenus. Changement de discours donc, mais pas seulement. Interview dans Numérama, post sur Twitter, grande déclaration en stream, le ton change. Ce ne sont plus les autres créateurs qui surréagissent ou qui s'alarment pour rien, c'est bien la plateforme qui déconne. Bon, qu'on soit d'accord, comme Hugo Décrypte, je n'ai rien contre Zerator. Si je connais bien cet exemple, c'est qu'il m'avait frappé à l'époque, car je connais un peu son contenu et que je connais un peu ce qu'il fait. Et très honnêtement, j'ai pas du tout envie de l'accabler parce qu'en plus, j'ai l'impression que son discours a depuis pas mal évolué. Je dis pas que tu l'as pas un peu mérité, que toi t'as fait plus que les autres. Pour moi, le mérite, ça existe pas. Ça me fait réfléchir à plein de trucs. En fait, pour moi, le mérite, ça existe pas. C'est-à-dire. Quand je reçois Non mais. Bouddha. Non mais ça existe pas. Est-ce que je mérite tu trouves que tu mérites ton succès? Tu dirais oui? Les créateurs se mobilisent politiquement quand leurs intérêts personnels sont attaqués, sous la forme de réactions indignées et immédiates. Et ils n'hésitent d'ailleurs pas à informer ou mobiliser leur communauté qui, disons-le clairement, s'en bat souvent les couilles car ces problèmes ne les concernent qu'assez peu en fait. C'est peut-être aussi le problème lorsqu'on a un créateur plus lisse. Notre public il est plus large mais il est quand même moins engagé. Pour les créateurs les plus gros ou pour les créateurs les plus lisses, ces deux notions se confondant bien souvent, on pourrait même se livrer à l'analyse suivante. À cibler aujourd'hui les plateformes qui les hébergent sans jamais remettre en cause le système qui a créé les conditions de leur propre asservissement, parce qu'ils se pensaient peut-être épargnés jusque-là, et parce que ces plateformes ont créé les conditions de leur succès, ils s'attirent un contre-feu. Ce contre-feu, c'est celui d'une partie de leur communauté qui leur fera remarquer qu'ils étaient aux abonnés absents lorsque la lutte aurait eu besoin d'eux, qu'il ne fallait peut-être pas sucer Bezos quand les collègues étaient en galère, qu'ils arrivent après la bataille qu'ils refusaient de mener l'autre fois, qu'ils s'indignent depuis leur position qui reste toujours privilégiée malgré les circonstances, et j'en passe. L'exemple parfait pour cet argument, c'est la tribune de l'UMIC dans le JDD qui a beaucoup fait parler d'elle. Alors qu'elle interpellait directement les députés et qu'elle appelait à ne pas légiférer sur le secteur de la création sur Internet qui connaît pourtant de nombreuses dérives, jusqu'à 150 créateurs et créatrices en ont signé le contenu, et ce, en pleine réforme des retraites sur laquelle beaucoup d'entre eux, ou beaucoup d'entre elles, étaient restés bien silencieux et bien silencieuses. Quel drame en termes de communication. Des influenceurs apolitiques qui brandissent leurs plus beaux tweets pour appeler le législateur, le gouvernement, le parlement, à ne pas mettre en péril leur gagne-pain pendant que dans le même temps, dans les rues et sur les ronds-points, des smicards se privaient d'un salaire pour éviter qu'on leur vole 2 ans de travail. C'est vrai que c'est pas fou. Alors beaucoup s'en sont désolidarisés, certains affirment même ne pas avoir autorisé qui que ce soit à y associer leur nom. Tous les créateurs se reconnaissant dans ces critiques,
dans ses actes, dans ses discours, il tombe dans la catégorie des engagés malgré eux. Et cette catégorie, elle regroupe un vivier toujours plus important d'acteurs du milieu. Et je suis en train de me dire aussi que je pourrais tout plaquer du jour au lendemain pour commencer tout simplement à faire du Twitch tous les jours et à être entièrement libre dans ce que je veux proposer. Si YouTube est une plateforme politique, et si Twitch l'est, à mon sens, encore plus, ce n'est pas forcément parce que les créateurs visent à revendiquer un engagement à tout prix, mais aussi, comme je l'ai illustré par ma situation personnelle au début de cette vidéo, parce que l'engagement peut nous être attribué par défaut ou même nous être arraché contre notre volonté. Twitch, c'est la plateforme où la spontanéité et le gigantesque volume d'heures de discussion produite rend particulièrement difficile l'exercice de neutralité. Si sur Twitch l'engagement politique assumé n'émerge que depuis peu, la politique est en réalité partout. Alors certes, la plupart des créateurs visent à ne surtout pas trop en dire sur leur propre système de valeurs, de peur de se couper d'un public qui les rétribue directement et immédiatement, un public qui est plutôt jeune et masculin, et disons-le, un public qui a souvent des problèmes de sexisme et de racisme. Parce que le public jeu vidéo, qui pourrait être considéré comme le public originel de Twitch, plateforme où il a longtemps été interdit d'y streamer quoi que ce soit d'autre, s'était en effet illustré en la matière durant le Gamergate de 2014. Hélas, ce même public s'illustre encore dans diverses affaires de harcèlement et par leur position misogyne assumée. Ce public originel, il a pour beaucoup été séduit et récupéré par une mouvance réactionnaire, considéré comme un terreau fertile pour l'extrême droite, et un magnifique incubateur à incel. Si la diversification en cours sur Twitch dilue ce public avec d'autres plus nouveaux et donc plus diversifiés, comme c'est presque toujours le cas quand une plateforme devient mainstream, Twitch reste malgré tout un petit milieu, un milieu très masculin, comme en témoigne le top 50 FR qui ne comporte aucune femme. On a encore trop peu d'hétérogénéité dans les profils de streamers. Et la même chose concernant le contenu proposé. Et même si ça change doucement, la chape de plomb est quand même assez lourde. La place des femmes sur la scène e-sport, par exemple, eh ben, elle est encore loin d'être acceptée par tout le monde. Retourne faire la vaisselle. C'est un mec qui a mué? Non, moi je pense que c'est vraiment une meuf. Là, je sors de ma grotte. C'est comme ça que t'appelles ta chatte? Un problème si important et si peu pris en considération par les joueurs hommes que certains clips de prévention ont dû alors être tournés. Jeg tenker jo at det nesten samme som å være gutt. Like, you don't need armor, just use your boobies. Please pee in a cup and send it to me online. Yo, fuck women, honestly. Why aren't you sucking a dick right now? I'm gonna rape you. Ja, jeg hadde ikke orka å spille det hvis det var jeg som hadde fått ça der. Le côté petit milieu, qui va nous intéresser ici, se voit dans des événements comme le Z-Event. Ce genre de rassemblement lance une carrière, et il en existe finalement assez peu. À moins de performer dans l'e-sport, où on peut émerger en même temps que son jeu phare, à condition que celui-ci aussi émerge en même temps parmi tous les autres, il vaut mieux éviter d'être à contre-courant ou trop clivant pour se garantir une bonne place dans le réseau. Cela maximise ses chances d'être invité où que ce soit, d'être name-droppé pour choper une OP, ou tout simplement pour être raidé. Ces réflexes permettent d'être remarqué, d'augmenter sa légitimité, de récupérer plus de public, et c'est aussi ça, après tout, adopter les codes de la plateforme. Alors on pourrait se dire que pour être un créateur qui fonctionne, le meilleur moyen, quand on vient de nulle part, c'est d'être une anguille. Ouais, d'être une anguille, se faufiler discrètement, toujours dans le sens du courant. Plaire à un tel et taper sur tel autre. Être un béni oui-oui face au plus gros compte, et toujours sourire poliment au moins considérable, c'est l'une des bonnes vieilles recettes pour y parvenir. Mais ce n'est pas parce que vous jouez la carte de l'apolitisme que vous serez considéré comme tel, car le public pourra toujours décider de vous coller une étiquette sur la tête. Et justement, le Z-Event est un bon exemple. Le Z-Event, c'est un événement très Twitch. Du directomètre, plein d'entertainers dans d'immenses salles depuis lesquelles ils appellent aux dons pour la bonne cause, des défis, des happenings pour motiver l'audience, tout y est. Cet événement est souvent considéré comme mainstream, de par les profils sélectionnés notamment, mais aussi parce qu'il vise peut-être plus à légitimer un milieu professionnel émergent auprès d'un milieu médiatique traditionnel, qu'à réellement défendre l'association de l'année. Alors je ne dis pas que ça pèse pas, mais il y a quand même un enjeu d'image très important, et j'y vois personnellement un parallèle très direct avec Fort Boyard ou Qui veut gagner des millions, qui invite les stars du moment parrainer la lutte contre le cancer ou le sauvetage des dauphins, ou que sais-je encore. Faut pas perdre de vue que vous jouez pour Tout le monde chante contre le cancer. Et vous gagnez 48 000 € pour l'association SOS Addiction. Très heureux pour eux parce qu'il faut parler des addictions. Sophie, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'association? C'est une maladie orpheline, donc voilà. Les enfants de l'association recevront également ces cadeaux, regardez. Le jeu Fort Boyard, casse-tête et énigme. La révolution médicale est en marche. L'événement est aussi, alors en l'état, profondément politique, même s'il reprend des codes télévisuels classiques. Parce que le caritatif, même si ça paraît neutre et désintéressé, etc., non, c'est profondément politique en tant que tel.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du contexte. Et bien sûr que c'est difficile et que je vous rassure, on aura bien la grève SNCF à Noël, on aura bien tout ça. Comme d'hab, on aura tous les trucs qui sont relous en fin d'année. On aura l'inflation, on aura les mouvements sociaux, etc. La santé de nos enfants, ça n'a rien à voir avec tout ça. Oui, puis c'est vrai que la santé, les services publics, tout ça, ça n'a rien à voir avec les mouvements sociaux, avec les manifestations, avec les grèves. Oh. Ce n'est absolument pas là où je voulais en venir. J'aurai l'occasion de revenir sur le caritatif dans une vidéo spécialement dédiée. Là où je veux en venir, c'est que dans ce genre d'événement, les profils ne sont pas toujours en conformité les uns avec les autres. Il y a un phénomène de mercenariat sur lequel je reviendrai plus tard dans cette vidéo. Dans la mêlée entre les engagés sincères et ceux qui sont là pour faire le show, il peut y avoir de la friction, il peut y avoir un décalage palpable par un public qui, lui aussi, est là avant tout plutôt pour la cause ou plutôt pour le divertissement. Les deux n'étant évidemment pas exclusifs. Lors du Z-Event 2021, la star Inoxtag, qui battait alors tous les records de France de viewers simultanés, a invité une actrice mexicaine sur son stream. Durant une séquence désormais très commentée, il a alors fait plein d'allusions sexuelles devant son public et devant cette femme qui, visiblement, n'y comprenait rien car ne parlant pas français, ou en tout cas pas assez ou pas assez bien, en lui faisant répéter des phrases comme celle-ci. Tu as une grosse bite. Une grosse bite. Voilà. What did you make me say? Elle l'a dit. Les gars, dites-lui des trucs, elle va lire. Bon, une séquence pas folle, comme on en conviendra tous. Et ceux qui en douteraient, imaginez si c'était votre frangine ou votre mère dans cette position devant des dizaines de milliers de gamins en chien. Vous comprendrez peut-être quand même pourquoi c'était pas l'idée du siècle. Une streameuse présente à l'événement, Ultia, n'était pas très à l'aise avec ce happening. Elle a dit à son chat. Et on est vraiment en train d'applaudir. Et on est vraiment en train d'applaudir. Cela a donné lieu ensuite à des échanges entre elle-même et Inoxtag sur son stream. Ce dernier a alors reconnu qu'en effet, ce n'était pas super malin de sa part, et il s'est alors excusé. Je respecte toutes les femmes, je respecte tout le monde. Si tout le monde est content, ça m'arrange et je tiens à m'excuser. Voilà, au moins, t'as été honnête. Mais merci, j'apprécie tes excuses. Non mais merci à toi, je suis désolé encore une fois. Mais aucun problème, t'inquiète mec. Et tout aurait pu s'arrêter là. Et tout aurait dû s'arrêter là. Et pourtant, à cet instant précis, pour avoir parlé, pour avoir fait, selon moi, preuve d'une honnêteté salutaire en évoquant en tant que femme son inconfort face à une telle sexualisation, elle s'est retrouvée, malgré elle, avec une cible sur le front. Ce côté où elle comprend pas le français, et machin, etc., il en joue, du coup ça fait des trucs marrants, tu vois. On fait une action de ouf, une action belle, tu vois, on est tous ensemble, on est tous réunis, etc. Et forcément, faut essayer de trouver des petits trucs, des petits machins, voilà, on va l'attaquer, on va faire nos tweets. Non, leur vie, c'est juste de vouloir faire des problèmes, gros. Si c'était de la merde, il y aurait pas autant de gens sur son live, là, il y a un engouement, il y a un truc qui fait que tout le monde voulait voir ça, tu vois. Évidemment que j'allais réagir comme ça. Comment j'aurais pu réagir d'autres? Ils retiennent que j'ai cassé l'ambiance et que j'ai gueulé et que je suis jalouse et que j'ai fait ça pour le buzz. Voilà le buzz, hein. Mais ils ne retiennent pas ce qui a été dit en face et pourquoi j'ai dit ça. Il lui dit elle va passer sous le bureau, j'ai le braquemar à fond. J'entends Zerator au mégaphone féliciter du record de viewers. Tu m'étonnes. Moi, je dis à ce moment-là que c'est pas normal. En fait, je suis en mode on a un événement caritatif là. Je me lève, je vais voir l'orga. Je rentre dans la pièce de l'organisation. À ce moment-là, il y a des gens de chez Twitch, des gens bénévoles du The Event. Je les vois, ils sont devant les écrans. Et je dis, qu'est-ce que vous faites? Et ils me disent, on attend que ça dérape. Je dis, mais ça a déjà dérapé. Et j'ai dit, vous avez deux solutions, c'est simple. Ça, je crois que je l'ai jamais dit en live. Soit j'y vais, mais vous n'avez pas envie que j'y aille. Soit vous y allez. Ils ont dit, on va y aller. Ils y sont allés. Et ça s'est arrêté. Et ensuite, ça a commencé pour moi. Puisque des gens de son chat sont venus m'insulter moi. J'ai cassé l'ambiance, je suis une espèce d'aigri, j'ai pas compris qu'elle comprend et que c'est drôle. Ils sont amis, ils se connaissent, donc on peut se le permettre. Évidemment que c'est la porte ouverte à toutes ces espèces de sexisme ordinaire qu'on voit au quotidien, qu'on voit à la télé depuis des années, qu'on voit sur des plateaux de stream. C'est une situation qui est libérée grâce à ce genre de comportement qu'a eu Inoxtag. En fait, bien sûr que ça m'enrage. Je m'en suis voulu des conséquences que ça a eu, mais je m'en suis pas voulu de l'avoir fait. Mais je pense que si j'avais rien dit, la situation se serait envenimée. Les associations auraient fini par dire quelque chose. Les journalistes se seraient peut-être emparés du sujet. En prenant ça sur moi, j'ai un peu sauvé l'orga. C'est peut-être présomptueux de ma part de penser ça, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est pas moi qui ai eu cette idée en premier, mais je crois qu'elle est vraie. Cyberharcelée pendant plus d'1 an, sollicitée par les médias pour parler de ce très court moment plutôt que de la communauté qu'elle a bâtie plusieurs années durant, elle n'était soudainement plus une streameuse cherchant à faire son trou dans son coin, elle était devenue une streameuse engagée. Et par la même occasion, elle était même devenue une ennemie politique pour beaucoup. J'ai demandé à Dash de supprimer plein de trucs, d'appeler des médias, de faire supprimer les articles. J'ai accepté plein de choses pour étouffer, mais c'était trop tard.
D'ailleurs, sur cette plateforme très masculine, on remarquera que les femmes sont souvent perçues comme plus politisées par le simple fait d'évoquer des thématiques en rapport avec leur féminité et leur rapport aux hommes. Lorsque la coupe est pleine et lorsqu'elles recadrent une partie de leur public, comme le ferait d'ailleurs n'importe quel streamer face à des comportements problématiques qui les concerneraient directement, elles passent d'entertaineuses à féminazie. L'exemple concret de cette analyse, on le trouve par exemple chez Magla, l'une des streameuses les plus suivies de France, peut-être même d'ailleurs la plus suivie aujourd'hui, qui avait alors dénoncé sur Twitch la montagne de comportements déplacés dont elle est régulièrement victime, en parlant de sa fatigue face à cette situation et en expliquant d'ailleurs qu'elle avait jusque-là décidé de surtout se taire. Un réflexe de silence qu'on trouve d'ailleurs à pas mal d'endroits. Je pensais que si j'en parlais, ça créerait une espèce d'effet stressant, donc je voulais pas en parler. La presse, qui ne s'intéresse sinon jamais au travail des streameuses, ne leur rend malheureusement pas service à ne traiter de leur existence que sous l'angle des violences sexistes et sexuelles qu'elles pourraient subir dans le milieu. On vient me chercher sans cesse pour parler de la place des femmes dans le streaming. Bon, c'est un petit peu fatigant parce que mes homologues masculins, on vient pas les chercher pour parler de la place des hommes dans le streaming, ce qui ne ferait pas sens, mais on vient leur parler de ce qu'ils produisent en termes de contenu. Moi, c'est un truc qui me fait vachement chier dans mon milieu. C'est qu'en fait, on reçoit toujours des propositions de journalistes pour nous parler de deux choses, la place des femmes dans notre milieu ou le cyberharcèlement. Je refuse catégoriquement les interviews tournées autour du harcèlement, les prises de parole autour du harcèlement. Je suis fatiguée, j'estime que j'ai déjà fait le travail. Pour revenir sur le Z-Event, un autre fait de harcèlement s'est produit en marge de l'une des éditions focalisées sur l'écologie lorsque Macron a lui-même décidé de féliciter en vidéo les streamers et les streameuses pour leur dévouement. The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage. Ce discours a suscité quelques cris du cœur. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. Bah oui, tu comptes sur nous, connard! Bah oui, parce que tu branles rien! Merde! Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose! Il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi, et une personne lui répond « Oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. » Franchement, non! Franchement, non, qu'il ferme sa putain de gueule! Des cris qui, à leur tour, engendreront une vague d'attaques pour ceux qui avaient bravé la règle tacite, celle de se taire, celle d'accepter, celle du no politics here. Non seulement il récupère le truc d'un côté politique en mode regarder les jeunes, mais de l'autre, t'as l'impression que c'est lui qui nous a demandé ça, en fait. Je trouve que les réactions étaient très disproportionnées. J'avais un nombre de viewers qui était ok à ce moment-là, tu vois, mais qui était pas extraordinaire par rapport à ce que j'avais d'habitude. Et ça a été sorti sur Twitter, et là, ça a pris une... Putain, c'est fou que ça ait pris autant d'ampleur parce qu'on est quand même pas les premières personnes à insulter Emmanuel Macron quand même. J'ai toujours du mal à comprendre à l'heure actuelle pourquoi ça plus qu'autre chose. C'était la petite polémique du moment, quoi. Moi, il y a un truc qui est omniprésent dans mon discours quand je réagis, c'est que je le dis parce que je sais que plein d'autres ne le diront pas mais n'en penseront pas moins. Là où je veux en venir, c'est que le silence des créatrices n'est d'ordinaire pas perçu comme politique, alors qu'il l'est absolument. Et leur prise de parole, par contre, l'est en toutes circonstances. Et parfois, le simple fait qu'elles soient présentes à un endroit, qu'elles existent, est assimilable par une partie du public à un acte politique délétère. Je pense aussi qu'il y a des femmes qui peuvent se targuer de ne pas avoir de prise de position politique et quand même passer entre les mailles du filet si et seulement si elles sont validées par des hommes. Les créatrices de contenu, pas que sur Twitch, sur YouTube aussi, prennent vachement plus position. Parfois, telle personne, à tel endroit, dans telle position, peu importe son discours ou ses valeurs, c'est politique en soi. Être un individu issu du prolétariat dans la position de vulgarisateur, pour reprendre mon exemple personnel, peu importe que je décide ou non de vous faire part de mes idées politiques, c'est forcément politique. En fait, ce que j'aurais dû comprendre à l'époque, et ce que je cherche à vous expliquer aujourd'hui, c'est que de toute façon, la vulgarisation, mon domaine, ne peut pas ne pas être politique. Le simple fait de vouloir transmettre du savoir et de produire un discours pour servir ce but, c'est une forme d'engagement. Cela conduit forcément d'ailleurs, à un moment ou à un autre, à émettre des avis sur l'éducation, sur l'université, sur la science et son fonctionnement, que ce soit pour critiquer ou pour défendre ces institutions. Et j'en veux pour preuve que je ne suis pas du tout le seul vulgarisateur à être attaqué sur ce terrain. Ben de Nota Bene, que je connais bien, est par exemple lui-même la cible de critiques quant à l'engagement politique qu'il aurait dans telle ou telle vidéo. Très tôt, j'ai commencé à essayer de vouloir faire
une autre histoire que l'histoire bataille et roi, même si j'en sais beaucoup aussi. Je commence à faire de l'histoire sociale, scientifique, économique, et voilà. Donc j'ai pu là avoir des premiers retours un petit peu moins enthousiastes parfois, mais globalement c'était assez bien accueilli quand même, donc, globalement. Quand il choisit de parler de l'histoire du syndicalisme, il est donc directement étiqueté, alors que paradoxalement, cette vidéo en côtoie des dizaines parlant des papes ou des rois de France. Là où j'ai vu un vrai switch, ça a été à partir de entre 2017 et 2018. Là, je me suis dit, je vais faire écrire les sujets directement par des historiens, par des archéologues, par des gens qui sont vraiment compétents dans leur domaine. Et à partir du moment où j'ai commencé à déléguer de plus en plus, et puis finalement quasiment totalement, cette écriture à des spécialistes, il y a eu une espèce de rejet d'un coup de la part d'une part du public qui s'est dit « oulala, mais en fait, c'est hyper engagé politiquement ou autre ». C'est étrange au fond parce que parler des monarques, qui sont des personnalités politiques par essence, de leur guerre ou de leurs bilans économiques et sociaux, eh bien pour beaucoup c'est moins politique que de parler des personnes, des mouvements de ces personnes, des mouvements ouvriers par exemple, de la commune, qui sont des pierres angulaires de l'histoire de France. Quand tu fais de l'histoire de manière scientifique, carrée, tu t'aperçois que cette histoire scientifique carrée, elle va souvent à l'encontre de ce qu'on appelle le roman national. Et le problème du roman national, c'est que même s'il y a beaucoup de gens qui le combattent, ou en tout cas essayent de le nuancer, c'est encore une vision qui est de l'histoire, donc qui date du 19e siècle, qui est très répandue encore chez beaucoup de gens. Une histoire très figée, en fait, avec des dates bien précises, des événements bien précis, avec des grandes figures à suivre. Mais je pense que là, il y a eu un vrai tournant, parce que en même temps que de pousser les sujets historiques, j'ai commencé de plus en plus à faire de l'histoire, donc de l'historiographie, et surtout à expliquer comment s'écrivait l'histoire. Donc comment on écrit l'histoire, d'où on parle, comment est-ce que cette histoire elle est interprétée, comment est-ce qu'elle est manipulée, comment est-ce qu'elle est reçue. Et toutes ces questions-là, en fait, de transmission et de réception de l'histoire, forcément, elles touchent aux politiques. En fait, toute personne qui abordera un sujet qui s'inscrit dans les sciences humaines et sociales ne pourra pas y couper. Parce que les sciences humaines et sociales, par définition, elles touchent à l'identité des gens. Elles touchent à l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Le travail de débunkage, qui vient remettre les compteurs à zéro en quelque sorte, est probablement ce qui paraît sur cette chaîne comme le travail le plus engagé qui soit. Pourtant, souvent il ne s'agit ni plus ni moins qu'un travail de vérification des sources, c'est-à-dire le même travail qui est au fondement du fonctionnement de la science en général. Cette même science qu'on considère comme neutre, comme éthérée, commune à tous. Mais le simple fait de produire un contre-discours, aussi solide et aussi sourcé qu'il soit, ça me met dans une position d'opposant. Et le plus remarquable dans cette histoire, c'est qu'en réalité, mes vidéos, selon moi, elles sont moins empreintes d'idéologie que les discours que j'affronte. Mais les gens ont parfois l'impression du contraire. Pourtant, quand en face on a des avis à l'emporte-pièce qui servent un but électoraliste ou des tribunes qui flattent un lectorat réactionnaire, sans arguments ni statistiques pour étayer quoi que ce soit, publiés dans un journal comme Le Figaro qui défend ouvertement le patronat et l'Académie française, on peut difficilement faire, selon moi, plus subjectif. Mais comme ça s'inscrit dans une forme de conservatisme partagé par l'ensemble de la société, par la majorité des journalistes politiques et éditorialistes télé et radio des chaînes d'information, et puisque la France est un pays très conservateur en matière de langue et d'orthographe, cette subjectivité est perçue comme plus acceptable qu'un véritable travail de recherche qui viendrait casser un mythe. L'enseignement de la langue, c'est aussi l'enseignement de la langue ordinaire pour communiquer avec autrui et exercer toutes sortes de professions. Et c'est un pays merveilleux parce que tout le monde peut dire n'importe quoi. Et bien, si on a un peu de bon sens, on se rend bien compte que la malheureuse langue française est en plein déclin. Elle sera, dans 20 ans, elle risque de devenir comme une très belle langue, comme le grec ancien, mais une langue morte. Ce phénomène n'a pas attendu la vulgarisation sur YouTube pour exister. Lorsqu'en 1982 refait surface le débat sur la place des grandes écoles en France, comme c'est régulièrement le cas depuis la Troisième République, le nom de Bourdieu s'invite dans les discussions parlementaires. En effet, on y débat pendant 7 mois de la loi Savary qui cherche alors à créer des ponts entre l'université, les formations courtes et les établissements élitistes comme l'ENS, l'ENA ou encore Sciences Po. Ces établissements sont dénoncés pour leur fonctionnement féodal, leur sélection cantonnée aux classes dominantes et le coût moyen de leurs étudiants qui crèvent le plafond. Bourdieu, comme d'autres d'ailleurs, était de ceux à rappeler qu'à l'ENA, entre la libération quand elle fut créée et l'année 1982 depuis laquelle il parlait, seuls 3% des diplômés venaient des classes ouvrières alors qu'elles représentaient, dans le même temps, 38% de la population active française. Face à ces propos et face à cette personne, la droite et une partie du centre-gauche menaient une véritable lutte de résistance, œuvrant de toutes leurs forces pour sauver, réhabiliter et défendre ce système fondé sur l'inégalité sociale, et bien sûr la division stricte entre d'un côté les grandes écoles, dont la plupart des défenseurs étaient d'ailleurs issus, et de l'autre l'université jugée plus populaire et moins prestigieuse. C'est dans ce cadre qu'on a pu entendre Alain Madelin, député de droite, dire des phrases comme «
l'approche idéologique doit être abandonnée, ou encore, il n'y a pas d'ordre social intangible. Ces paroles cherchaient alors à récuser Bourdieu, la sociologie et la recherche universitaire en sciences humaines en général, et avec elle tout le travail scientifique sourcé en la matière. Quand le sociologue arrive avec ses instruments de connaissance, qui sont quand même assez puissants, et qu'il porte au jour des nécessités, les lois de la reproduction scolaire, enfin, etc., des choses comme ça, c'est un peu insupportable, et on lui en veut. Alors on aurait envie de tuer le messager. Parce que l'idéologie, comprenez-vous, ce n'est pas de défendre un système conservateur qui garantit aux héritiers et aux grands bourgeois une position réservée dans une grande école, leur donnant ensuite des places toutes choisies dans un ministère pour rejoindre ce qu'on appelait parfois la noblesse d'État. Non, l'idéologie, c'est de rappeler et de démontrer, par quelques statistiques que ce soit, que ce système est inégalitaire. Ça, paraît-il, c'est de l'idéologie. Le vulgarisateur, qui lui-même se fait relais de ces démonstrations et de ces statistiques justement, est évidemment, selon cette logique, lui-même un idéologue. En se posant en transmetteur de savoir dans une société où précisément l'accès à l'éducation est une question aussi brûlante, il l'est peut-être même d'autant plus. Le stade ultime est certainement le débunker, parce que débunker, c'est produire un contre-discours allant contre les intérêts sociaux, économiques et politiques qui se nourrissent par exemple de l'ignorance ou de la pseudoscience. Et oui, se proclamer débunker apolitique, c'est un contresens. La propriété majeure des intellectuels, c'est l'illusion de la liberté à l'égard des déterminismes sociaux qui fait qu'ils sont d'une certaine façon particulièrement soumis à ces déterminismes. Mais si le débunker décidait plutôt de se taire et de ne pas produire de contre-discours, pour ne pas contrevenir aux intérêts d'un tiers par exemple, sa position elle serait aussi politique, si ce n'est d'autant plus. Dès l'instant que l'on sait, mais que l'on se tait, que l'on accepte de se ranger du côté du statu quo quelque part, la prise de position elle est univoque. Si alors j'avais décidé de ne jamais parler des conneries du Figaro, ni celles de l'Académie française, ni celles parlant des réformes de l'orthographe, alors que je savais que les arguments déployés étaient faux, malhonnêtes, instrumentalisant la langue, plutôt que d'en parler d'une manière objective avec des arguments démontrables, eh bien ma position aurait été tout aussi politique. Alors j'aurais pu défendre une certaine distance, un apolitisme de façade, me dédouaner, là, en continuant à faire mon petit truc, là, dans mon petit coin. Et vous auriez été nombreux à questionner mon intérêt à ne pas le faire. Mon silence sur ces sujets qui intéressent tant et sur lesquels j'ai une expertise que soudainement je refuse de vulgariser. Vous auriez peut-être même, pour certains, remis en cause ma crédibilité en tant que vulgarisateur. Vous comprenez bien, là, j'espère, en quoi toute position, tout choix en la matière m'aurait conduit à être clivant. Bon, mon cas est particulier, parce que moi je suis sur le terrain des sciences humaines et sociales. Mais même lorsqu'il ne s'agit pas de sciences humaines, débunker, c'est aussi, quelque part, remettre en cause un fonctionnement médiatique, le traitement de l'information. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est au centre de la crise démocratique actuelle, et c'est donc politique. Mais tout est-il politique pour autant? C'est vrai que ce serait complètement con de dire que 1 + 1 = 2, c'est politique. Ou que la gravité, c'est politique. Ou que, j'en sais rien, moi, les dinosaures, c'est politique. Et ça, à vrai dire, personne ne le conteste vraiment. Le savoir, la science et la production scientifique ne sont pas, en tant que telles, politiques. Et ce n'est pas du tout une question de sciences dures que l'on opposerait aux sciences humaines, d'ailleurs, au fond. C'est parfois la distinction qu'on fait. Les sciences comme l'astrophysique, les maths, la chimie, elles seraient neutres et objectives, et les sciences comme la linguistique, la sociologie, la psychologie, elles seraient politiques et subjectives. Cette distinction, en réalité, je suis désolé, mais elle tient pas. Déjà, parce qu'il existe des disciplines difficiles à classer, comme la biologie, qui partagent quand même des protocoles expérimentaux en commun avec la linguistique historique, que je connais bien, ou l'écologie par exemple, mais qui a, malgré tout, une aura de sciences dures. Ensuite, parce qu'une étude qui compile des données et qui en tire des conclusions, peu importe le domaine, ce n'est pas vraiment la production d'un discours politique. Même pas en sociologie. Quand vous étudiez par exemple le taux de cambriolage en France, et que vous cherchez à comprendre pourquoi il aurait augmenté par exemple, vous faites une étude statistique, vous ne faites pas un pamphlet ni un essai. Vous cherchez seulement à expliquer une réalité en exploitant des outils et des données. Ce qui rend tout politique, c'est le contexte de production et d'utilisation qu'on fait de ce savoir. Quand une étude sur les cambriolages est produite ou commandée, c'est souvent à visée politique. Une fois réalisée, lorsqu'elle sera invoquée, ce sera nécessairement pour défendre un point de vue politique. Revenons ce soir sur cette augmentation des cambriolages, près de 5% en zone de police et près de 15% en zone de gendarmerie. Et ça vaut à peu près pour tous les domaines scientifiques. Même la recherche fondamentale. Le contexte de financement, pourquoi tel domaine est subventionné alors que tel autre ne l'est pas, les priorités ou la répartition du budget de la recherche, quels profils de chercheurs sont privilégiés, la finalité des travaux bien sûr, qui peuvent trouver une utilité commerciale ou militaire. Bon tout ça, ça politise de fait la science.
Le fait que la DARPA s'intéresse et finance la recherche biologique ou robotique n'a pas comme seul but de faire évoluer la connaissance humaine. Le fait que la Chine finance la paléontologie et que la moitié des nouveaux dinosaures rejoignant nos musées aient des noms chinois, c'est pas parce qu'ils ont adoré Jurassic Park. Le fait qu'une part importante des doctorats financés d'un domaine donné s'aligne avec les sujets de l'époque, comme ChatGPT en linguistique ou les trous noirs en astrophysique, alors que d'autres sont délaissés au mieux au placard, c'est effectivement peut-être parfois pour répondre plus aux envies d'une direction de département ou d'établissement qui cherche par exemple à gagner en visibilité, et qui répond donc quelque part à une forme de pression économique et politique, qu'à une passion incontrôlable qui animerait tous les acteurs du domaine. Donc en effet, 1 + 1 = 2, c'est pas politique en soi, d'accord, bon. La gravité non plus, les dinosaures pareil. Mais tout ce qu'il est, c'est ce qui va tourner autour. Pourquoi 1 + 1 = 2 s'invite dans le débat? À quoi ça vient répondre? 1 + 1 = 2, c'est vaste, c'est beaucoup de choses. Ça va des maths à l'école à Jean-Claude Van Damme, et ça a même été un argument contre le mariage gay. Un couple, c'est un papa et une maman. Vous vous en souvenez? Et rendez-vous compte, ça va quand même faire 12 ans. Et puis même si ça peut paraître assez fou, les maths, la physique, la chimie, sont exploités et détournés par des discours pseudo-scientifiques qui ont des visées politiques et ou commerciales. Tout ça pour dire, nous vivons dans une société. Le savoir est produit par des êtres humains issus et vivants dans cette société. Il y a des règles, des orientations, des modèles différents, des besoins, des volontés différentes, des intérêts divergents. Toujours et à tout moment. J'attends rien de personne en politique, là, vraiment, je crois plus à grand chose. Ouais, de façon très objective, la France, c'est un pays de débiles mentaux, parce qu'on est dans un état-providence, c'est une bonne chose, mais bon. Alors la question à 100 balles, c'est celle-ci. Si tout le monde a une ligne politique, et que si toute parole est politique, bah pourquoi les créateurs de contenu sur Internet ne l'assument pas? Parce qu'encore aujourd'hui, comme nous le disions au début de cette vidéo, l'engagement est perçu comme un pari risqué, et ce, à plusieurs titres. Et pour durer, vaut-il mieux peut-être agréger un maximum de public, et pour cela, donc, rester en retrait. Pourtant, ceux qui marquent le plus à long terme, ce ne sont pas ceux qui sont les plus connus à leur époque. Ce sont plutôt ceux qui, précisément, assument leurs différences, et ceux qui n'hésitent pas à engager le bras de fer avec leur époque. Je vais pas m'étendre sur cette partie, j'avais écrit une immense parenthèse de 25 minutes pour traiter de cette seule question, que j'ai extraite pour en faire une vidéo dédiée, parce que le sujet le méritait bien. Cette vidéo, c'est celle que j'ai intitulée « Faut-il déplaire pour marquer son époque ?» Et si vous y allez pas, je vais vous demander, à défaut d'avoir vu la vidéo en question, de me faire un peu confiance sur ce point. Les apolitiques, ou plus généralement ceux qui veulent plaire au plus large public possible, on les oublie bien plus vite. Chercher à plaire à tout le monde, ça revient quelque part à n'être important pour personne. L'engagement demeure alors effectivement un coût en public, un coût en opportunité, en argent. Mais il peut se révéler à long terme la meilleure stratégie pour durer dans les mémoires. C'est une façon plus efficace peut-être de laisser sa trace et d'influencer vraiment le public. Parce que ma conviction, c'est que l'engagement, ça paye à long terme. Et c'est un pari difficile, parce que tronquer une partie du public aujourd'hui pour mieux le conserver demain, c'est un calcul compliqué. Surtout quand on voit à quel point, sur le plan des vues et des revenus, surfer sur l'actualité ou produire du flux, c'est bien plus intéressant. Mais tout le monde ne vise pas le long terme, et chacun aura volontiers des sirènes auxquelles il sera plus urgent de céder. Le gain en popularité, pour l'ivresse de voir sa position sociale sur Internet évoluer. Le gain en opportunité, pour le rêve d'enfance de bosser avec telle marque, ou le prestige de défiler dans telle fringue. Le gain monétaire, parce qu'on a très envie d'avoir une Tesla, ou parce qu'on a le toit à refaire. L'apolitisme est alors une bonne planque. Une planque libérale, et donc éminemment politique, mais une bonne planque, quand même. Alors oui, c'est provocateur de dire que les apolitiques sont ou seraient tous des libéraux. Et donc, pour le dire vite, plutôt de droite. Alors pour vous expliquer mon propos, je vais donc vous parler du libre marché des idées. Le libre marché des idées postule que, dans une société démocratique, avec une pluralité des médias et une totalité liberté d'expression, les individus sont libres d'exprimer leurs vraies opinions. La rencontre des opinions en concurrence conduit à l'émergence de débats ou des expériences, pour reprendre la terminologie de Holmes, dont la conclusion, à l'échelle sociétale, permet d'identifier les idées les plus justes et dans le même temps les plus souhaitables. Cette logique est un peu dans la même veine que la main invisible du marché d'Adam Smith. Dans le même temps, il est pourtant tout aussi vrai que les médias jouent un rôle politique. Ils sont à ce titre accusés de faire les affaires de telle ou telle chapelle, et donc de nuire à la concurrence libre et non faussée des idées politiques en circulation. On peut d'ailleurs sans doute dire que pour les élections présidentielles, les médias ont efficacement orienté l'électorat indécis vers Sarkozy plutôt que vers Royal, puis vers Hollande plutôt que vers Sarkozy, et finalement vers Macron plutôt que vers Hollande. La montée de l'extrême droite trouve également une partie de son explication dans sa normalisation médiatique, et ça, quand on est libéral, théoriquement, c'est un problème. Mais alors se pose une question. Les vidéastes sont-ils des individus libres d'exprimer leurs vraies opinions, ou sont-ils des médias qui influent ces mêmes opinions? Quelle est leur position? On pourrait
en conclure assez simplement en quoi cette créateur de contenu sur Internet est paradoxal. Le créateur de contenu est à la fois un individu libre de ses opinions, évoluant en toute indépendance et en pleine capacité de s'exprimer selon ses intérêts personnels et seulement cela, mais le créateur de contenu est aussi son propre média, doté d'une capacité d'influence, qui peut orienter l'opinion de sa communauté par le pouvoir structurant qu'il peut y exercer. Alors, quelle partie domine laquelle ? À la fois, on dira que du côté des créateurs de contenu, chacun pense et fait bien ce qu'il veut, et que c'est au public de faire la part des choses, mais dans le même temps, d'autres diront plutôt que le discours produit oriente le débat en soi et influence le public. Il est alors souvent considéré que la première doctrine n'induit pas de responsabilité de parole, car elle ne serait pas particulièrement politique, parce qu'il s'agirait bien de la parole de l'individu et non d'un média. Cette pirouette, elle permet de dire tout ce qu'on pense sans jamais avoir à se justifier. La seconde doctrine, quant à elle, induit une responsabilité de parole, parce qu'elle situe le créateur de contenu comme étant, en tout premier lieu, un acteur médiatique dont la parole est alors nécessairement politique. Du point de vue du législateur, des organes de contrôle peuvent d'ailleurs être requis pour la surveiller. L'Arcom par exemple, pour la télévision. Ces deux points de vue sont irréconciliables. Jugez par vous-même. Lorsque Sardoche, streamer, tweet la chose suivante. Troller les féministes, rien de meilleur dès le matin. Ou alors qu'il dit « Les retraites est un concept d'assisté, incapable de gérer leurs dépenses et leur argent ». Émet-il un avis citoyen qui lui appartient et qui n'engage que lui? Ou émet-il au contraire un discours politique ayant une influence sur son audience? Lorsque Maxildan, un autre streamer, tweet la chose suivante « Les vieilles chattes de féministes, c'est pire que les véganes, elles parlent pour rien dire au lieu de sucer ma bite », pour, si j'ai bien compris, honorer un pari, eh ben, est-il à ce moment-là un individu lambda dans un délire de pote, qui relève du privé, ou au contraire un acteur médiatique important dans son domaine dont le discours pourra publiquement être repris et approuvé? Évidemment, il y a eu des cas où certaines instances législatives, politiques ou médiatiques ont tranché la question. Lorsque Stevie Boulet défendait corps et âme Nicolas Sarkozy alors qu'il était simple chroniqueur chez Laurent Ruquier, son temps de parole a fini par être décompté de celui de l'UMP lors de la campagne de 2017 puisque le CSA avait alors considéré que sa parole n'était pas celle d'un individu neutre, éthéré, mais bel et bien celle d'un acteur médiatique et donc politique à part entière. Je ne le juge pas ça, sur la politique, etc. Oui, moi, c'est un homme que j'aime bien, je trouve qu'il a du charisme. J'adore ce mec. Plus récemment, de nombreux journalistes ont été inquiétés pour des positions tout à fait personnelles. L'exemple classique est peut-être celui de Joseph Tual, un journaliste sur France 3 qui avait salué la victoire de François Hollande sur Twitter et violemment, dans le même temps, critiqué la direction de France Télévisions. Joseph Tual avait alors été menacé de conseil de discipline, de sanctions, et même si cette affaire s'est finie à l'amiable, elle nous rappelle que tout message posté en public n'engage pas que soi, et même si vous écrivez « mes tweets n'engagent que moi ». Dans la vraie vie, même si tes tweets n'engagent que toi, ou même si tes blouses n'engagent que toi, si tes propos sont insultants, s'ils sont engagés, alors que tu as un devoir de réserve, si elles vont contre les intérêts de ton employeur, si elles diffament un concurrent, les retombées peuvent être rapides, légales et pénibles. Faut être idiot quand même pour croire qu'une simple phrase permet de s'affranchir de tout cadre légal. Et ce, même si l'AFP, l'agence France Presse, demande même d'ajouter la mention « Les propos publiés ne reflètent pas les positions de l'AFP » dans les bios Twitter de ces journalistes pour se désolidariser d'éventuelles prises de position problématiques. Alors c'est sûr, ça peut être rassurant, mais cette précaution ne sert en réalité à rien. Dans le cadre des créateurs de contenu sur Internet, on est néanmoins sur une réalité différente. Ils n'ont pas besoin de répondre de qui que ce soit pour exercer leur boulot. Ils sont justement leurs propres médias. Et ils ne sont pas tributaires d'une rédaction avec une direction idéologique ou déontologique définie qui pourrait les sanctionner. Ils n'ont rien pour leur rappeler que tout ne peut pas être dit sans conséquence. Ce n'est pas tout à fait leur faute. La plupart du temps, ces individus sont passés de lambda à influenceurs progressivement, si bien qu'il est difficile de définir à quel moment exact un tel ou un tel s'est distingué au milieu du bruit pour devenir porteur d'une parole politique engageante, et donc d'une responsabilité nouvelle, toute particulière avec laquelle il est difficile de composer. Et puis désormais, avec Internet, tout le monde peut avoir une micro-célébrité à laquelle personne n'est vraiment préparé. Plus que jamais aujourd'hui, la frontière entre public et privé est floue. Tout le fait d'être apolitique, ou neutre, ou quoi, ou machin, un truc, bon. Cela permet de contourner le problème de sa propre responsabilité politique suivant deux axes. Tout d'abord, en évitant les sujets clivants ou considérés comme politiques, justement. Et ensuite, parce que toute parole demeurant néanmoins politique, se réfugier derrière l'idée que notre discours n'engage personne est une bonne planque. Parce qu'au fond, c'est évident, chacun serait libre et capable de penser par soi-même, souverain de ses envies et de ses désirs, responsable et éclairé en toutes circonstances. Nous vivons dans un monde où ni la publicité, ni les campagnes, ni les médias influent. C'est bien connu. Pour le créateur, quel luxe. On peut se réfugier dans un trou depuis lequel, la tête dans le sol et les yeux bandés, on peut se faire aveugle des conséquences de nos actes, qui sont souvent dans notre économie matérialisées par des décisions éditoriales. Sur le marché des idées, pour peu que vous défendiez cette vision apolitique des choses,
qui est en réalité la vision néolibérale de la concurrence libre et non faussée, tout est négociable, tout est échangeable ou marchandable, parce que rien n'est l'affaire de ceux qui diffusent du contenu. C'est l'affaire de ceux qui pourraient mal le recevoir. Do you know about la culpabilité du consommateur? Et alors, chacun peut s'adonner au mercenariat en tout bien tout honneur. Do you know about le mercenariat? Le mercenaire est, dans l'histoire, un combattant étranger qui prend part dans un conflit pour la renommée ou pour l'argent. Il s'engage alors, pour une période donnée ou pour une mission donnée, pour un autre. Le mercenaire est mal vu, puisqu'il offre ses services à celui qui lui donne le plus d'avantages personnels et peut, au gré des occasions, changer de camp s'il y a plus à gagner ailleurs. Il n'a aucunement comme motif de faire triompher ses idées ou sa nation, il a comme objectif le gain de capital propre. À bien des égards, de nombreux créateurs et créatrices de contenu peuvent être assimilés à des mercenaires qui, se réfugiant derrière le libre marché des idées, mettent à disposition leur audience à des acteurs profondément impliqués politiquement. L'exemple ultime est évidemment la vidéo de McFly et Carlito à l'Elysée, concours d'anecdotes anodins, mais dispositif incroyable pour une vidéo qui n'avait rien d'ordinaire. Et le contexte fait tout dans cette histoire. Emmanuel Macron qui lance un défi aux deux plaisantins en prenant pour excuse les gestes anti-Covid, une séquence qui s'étale sur plus de 2 mois en plusieurs actes, et avec comme point culminant cette séquence dont je ne me remets toujours pas. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Pour rappel, c'était quand même le début de la campagne électorale de 2022, une campagne durant laquelle Emmanuel Macron a refusé jusqu'au bout tout débat avec les autres candidats, en prétextant sa position présidentielle. Toujours est-il qu'il avait besoin, pour assurer le coup, de mobiliser ses électeurs et de combler son sérieux déficit de soutien dans les couches les plus jeunes et les plus populaires de la société. Plutôt que de devoir donc débattre, s'expliquer, parler de programme, il a opté pour une toute autre stratégie. Dans un dispositif où toute une équipe de com a dû être mobilisée mais où il lui fallait paraître naturel, Emmanuel Macron s'est livré, comme Eric et Ramsey ou comme Michael Youn, à un concours d'anecdotes sur YouTube. Du début jusqu'à la fin dans cette histoire, McFly et Carlito n'ont pas été des créateurs de contenu à part entière, ils ont été des mercenaires. Ils ont été un média dédié au relais de la communication de l'un des candidats, et de ce seul candidat d'ailleurs. Évidemment que c'est politique, évidemment que c'est malin, il y a de la stratégie derrière. Bah, il est pas bête, il est pas dupe, il fait pas ça juste pour nous faire plaisir, évidemment qu'il a... Il y a les élections dans 1 an. Mais oui. Bon. Mais en même temps... En réalité, c'est même encore pire que ça. C'est comme s'ils avaient prêté leur boutique à celui qui avait bien besoin d'y poser des cartons. Il restait pour eux plus que le rôle des idiots utiles, des exaltés comme des fans devant une idole, avant de refermer la parenthèse comme si de rien n'était, et en balayant la critique d'un revers de la main. On ne souhaite pas faire de la politique. Évidemment, on n'en a jamais fait dans la vidéo. Nous-mêmes, on n'est pas hyper calés. C'est pas notre volonté, c'est pas notre mission, c'est pas... Voilà. Mais quoi qu'on fasse, ça sera transféré comme ça. La tendance au mercenariat, notamment au service du pouvoir en place, c'est relativement nouveau pour les créateurs de contenu sur Internet. Si certains ou certaines collaboraient déjà dès 2015 avec des ministères, comme Enjoy Phoenix avec Najat Vallaud-Belkacem sur la question du harcèlement scolaire, c'était plutôt rare. YouTube France a semblé malgré tout percevoir un changement, et en s'inspirant probablement de ce qui s'était passé durant les élections américaines de 2016, ils ont sorti le grand jeu pour 2017. Ils ont mené alors une campagne poussant à la prise de parole politique, et ils avaient même construit un décor au YouTube Space Paris pour servir de lieu de tournage. Mes chers compatriotes. Pourtant, quand ils se sont mis à démarcher les créateurs pour les inciter à s'emparer du sujet de l'élection, personne ou presque n'a franchi le cap. Essentiellement par peur des retombées du public. Ils ne voulaient pas se positionner. Ça, c'est ce que disait Luna Castro-Lemaitre, responsable influence pour YouTube, notamment durant la période en interview auprès du journal Styliste en 2021. Mais pourtant, pourquoi pas? J'ai été démarché par En Marche à la bonne époque. Ouais, si. Après tout, les influenceurs vendent une idée. Celle qu'en achetant un article ou un service, la qualité de vie est améliorée. On se sent alors plus comblé, plus en accord avec soi-même, plus en phase avec les autres ou avec la communauté à laquelle on appartient. Ces biens ou ces services dont les influenceurs font la publicité pourraient être aussi bien, parce que ça s'insère aussi très bien dans ce cadre, un état d'esprit, ou alors, utilisons le mot interdit, des valeurs. Le mot est un peu connoté, mais bon, appelons un chat un chat. Les influenceurs parlent pas ou peu de valeurs.
Ils n'utilisent jamais ce terme. Et comme on l'a déjà abordé, eh bien celles qu'ils défendent personnellement, lorsqu'elles sont trop clivantes ou trop politiques, restent assez privées pour le public. Pourtant, les influenceurs n'hésitent pas beaucoup à réciter à la lettre, sans vraiment négocier, les briefs que les clients leur communiquent pour faire une vidéo dédiée, une OPSP ou un placement de produit. Ces briefs contiennent précisément souvent des éléments de langage qui mettent en avant non seulement un produit ou un service, mais aussi l'image de marque qui repose sur des engagements politiques ou moraux censés guider ou rassurer le consommateur. Par exemple, et moi je m'y suis toujours refusé, nombreux sont les clients qui demandent aux vidéastes d'évoquer le bilan carbone de leurs produits en parlant d'arbres replantés, de circuits courts, de comparatifs sur la consommation d'eau ou d'électricité vis-à-vis d'éventuels concurrents. C'est parce que la prise en compte du réchauffement climatique, et donc des valeurs écologiques, est un argument qui rassure le client vis-à-vis d'un achat parfois superflu, un achat auquel le vidéaste vous pousse malgré tout, et dans les cas les plus extrêmes, on essaye même de faire croire que l'achat est vertueux. Tout le marketing actuel est souvent axé vers ce travail de valeur, et ce jusqu'au recrutement interne des entreprises qui demandent, comme le groupe Beaumanoir par exemple, pour ses vendeuses de prêt-à-porter, de les apprendre par cœur. Et je le sais, ma femme était vendeuse de prêt-à-porter pour une marque de ce groupe. Dès lors, si les influenceurs n'évoquent que rarement leur boussole morale personnelle, de peur de réaction du public, mais qu'ils hésitent beaucoup moins à le faire contre rémunération contre quelques privilèges, nous avons, selon moi, des mercenaires. Ces profils représentent de très bonnes opérations pour les marques. Les seules valeurs contestables ou clivantes défendues par un créateur, qui sera toujours celui que le public viendra questionner, eh bien elles deviendront celles du financeur. Le marketing politique a bien compris le potentiel de cette situation. La logique est alors la suivante. Pourquoi vendre un produit ou un bien lorsqu'on peut vendre simplement et uniquement tout le bullshit qui normalement l'accompagne? L'audience a moins besoin d'être engagée, l'influenceur n'a pas l'impression d'être compromis, et tout peut se passer dans un climat où on navigue dans une espèce de zone grise. Suffit de rebrander le truc pour jouer sur une ambiguïté, faire passer ça pour une mission d'intérêt public, et hop, c'est dans la poche. Alors évidemment, me direz-vous, vendre ses idées pour noyauter des groupes ou pour influencer des électorats, c'est vieux comme le monde. Mais avec les influenceurs, c'est une nouvelle logique qui se met en place. Une logique plus pernicieuse peut-être, mais qui a des allures de braquage quand on se place de la perspective d'une équipe de Compol qui arrive à dégoter un passage dans une vidéo d'Hugo Décrypte ou de Thibaut InShape. C'est en quelque sorte un piège. Ceux qui vont faire le service après-vente du gouvernement sans recul vont se retrouver piégés, disait d'ailleurs un politologue de ce siècle. Et ce politologue, c'est pas n'importe qui, c'est Hugo Décrypte. Dans le Parisien, 2021. Et c'est ce qui s'est bel et bien passé. Le gouvernement, précisément, s'est dit que le budget de l'État ne serait pas mal dépensé à vendre ses valeurs et ses réformes auprès d'un public qu'il avait du mal à atteindre, et un public qui était même parfois réticent. Cette mutation, elle arrive donc avec Emmanuel Macron, mais surtout avec l'un de ceux qui l'accompagnent, Gabriel Attal. Celui-ci expliquait très tôt et très calmement, sans détour, que sa stratégie consistait à cibler la jeunesse sur les médias sociaux où ils sont présents, comme Instagram, YouTube et TikTok. L'opération est doublement utile parce qu'elle permet aussi de s'affranchir des journalistes que Macron juge trop critiques vis-à-vis de son action ou de son bilan, là où les influenceurs sont moins difficiles et pour qui le gouvernement n'est au final qu'un prestataire comme un autre. C'est ainsi qu'on a vu les premières publicités pour le SNU, pour le Service National Universel, avec notamment Sandy Jules et Enzo Tétois. Ces influenceurs vont même jusqu'à partager, comme Thibaut InShape, le clip officiel du SNU avec l'apparition de Gabriel Attal. Présente-toi alors. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Et puis, comme ça a marché, on a eu d'autres déclinaisons. Le quotidien d'une secrétaire d'État, dont on aurait trop envie qu'elle devienne notre pote avec Enjoy Phoenix. On travaille pour un truc qui dépasse l'environnement, etc. Donc ou encore plus récemment sur Twitch avec le Grand Débatton, où le pic de contradiction a été atteint avec un hard disk clashant Riester, c'est dire si la contradiction était le maître mot de cette folle journée où le gouvernement daignait enfin venir sur Twitch. Je crois qu'on arrive au bout d'un certain système capitaliste. Certains en ont fait un véritable fonds de commerce, comme Thibaut InShape qui a vendu son image à l'armée de terre, comme Sissi Mua, ou même comme de manière plus surprenante, plus récemment Vianney sur Instagram. Dès mon colonel. Et puis on a eu ensuite Thibaut InShape au ministère de la Défense. Dès madame la ministre. Dès Thibaut. Et on a même eu Thibaut InShape au lobby aéronautique dans une opération de greenwashing. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'avion du futur et l'avion qui consomme moins. Gabriel Attal, lui, il n'en est pas resté là. Il a même donné de sa personne en multipliant les lives sur Insta pendant le Covid avec quelques feats comme Enjoy Phoenix, Thibaut InShape ou encore Major Mouvement. D'ailleurs la Team Shape. Puis en février 2021, nouveau cap, il a même été jusqu'à lui-même lancer son émission sur Twitch. Dans cette émission nommée Hashtag Sans Filtre, on y retrouvait notamment, encore une fois, Enjoy Phoenix, mais aussi des podcasteuses et des TikTokers pour discuter de la politique du gouvernement et notamment de la jeunesse. Une opération qui a été assez mal reçue, avec un nombre de messages importants dénigrant l'initiative autour du hashtag étudiant pas influenceur, puisqu'il était alors tout à fait remarqué que, à juste titre, ce n'était pas tout à fait les bons choix de casting pour parler de pauvreté et de vie étudiante, mais Gabriel Attal, lui, il trouvait ça très bien, et il s'est même félicité des statistiques. Pour l'expérience n'a finalement jamais été renouvelée, le gouvernement préférant et comprenant alors
qu'il valait mieux passer directement par les influenceurs eux-mêmes. Je suis pas la seule influenceuse à avoir fait la pub. Fait la pub. Comme ça, là, c'est intéressant parce que vous faites la com du gouvernement factuellement. Non, pas du tout. Le gouvernement n'est évidemment pas le seul à donner dans cette veine. François Hollande, qui rêvait d'un comeback, qui en rêve probablement encore, s'est invité notamment chez Samuel Etienne avant que Jean Castex lui succède. Avec François Hollande, on est extrêmement surpris parce qu'on a jeté un coup d'œil au nombre de personnes qui étaient déjà présentes. Et on n'en revenait pas. Très bien, merci de m'avoir invité sur Twitch ce soir. Et encore, on est passé à 2 doigts d'une Marine Le Pen au café. Mais je me suis dit, ils ont raison les gens qui me disent que c'est pas très républicain, c'est pas très démocrate, de ne pas échanger, même avec ceux avec qui je suis pas d'accord. Ok, chiche, Madame Le Pen, mes DM sont ouverts. Voilà. Que ce soit les interviews, les lives ou les vidéos dans la vie d'un ministre, on peut légitimement se poser la question des raisons qui motivent ces politiques à cibler ces profils. Bon, l'une des raisons est assez simple, ils vont chez des gens qui ne sont pas armés politiquement ou bien qui ne chercheront pas à débattre, et ils ciblent également des gens qui se disent qu'après tout, Macron, Hollande, ou même Castex dans une vidéo, ça profitera toujours plus économiquement que ce que ça pourra faire perdre. Ça ressemble donc de loin à une bonne transaction économique. Je viens chez toi vendre mes conneries, mon bilan, mes réformes, et toi tu prends tes vues, tes subs, ton reach, et puis tout le monde est content. Pourtant, dans cette configuration, l'un gagne évidemment plus que l'autre. Lorsqu'Emmanuel Macron s'invite chez Hugo Décrypte pour parler à la jeunesse, il sait que cette population le désavoue alors que les élections européennes arrivent. Et il s'attend évidemment à avoir quelques questions sur le pouvoir d'achat ou sur la retraite dont il a déjà préparé la réponse pour s'en sortir en 3 mots ou 2 sophismes avec un ton paternaliste. Certes, dans cette séquence, Hugo Décrypte a été bien meilleur que ce que beaucoup auraient pu imaginer. Ça en avait même surpris plus d'un à l'époque, et je m'inclus là-dedans. Mais en fait, même si Hugo Décrypte a été bon, ça n'y change rien. Macron y a gagné de toute façon, puisqu'il a eu toute l'attitude pour convaincre, paraître proche des enjeux de cette génération et conquérir ne serait-ce qu'un fragment de l'audience. Sur TF1 ou sur France 2, là où tous les présidents prenaient la parole jusque-là, et même si ces chaînes sont de droite, que les présentateurs sont de droite et que l'audience a plus de 60 ans et qu'elle est de droite, Emmanuel Macron aurait probablement été contraint par un dispositif plus archaïque. Il aurait été face à une personne mieux formée, dont le salaire ou la prospérité économique ne dépend pas de cet entretien, et parce qu'on cherche à respecter un semblant de neutralité pour ne pas se faire allumer par toute l'opposition qui, elle aussi, passera peut-être devant le même micro à un moment, et dans un format où l'on a une durée imposée qui ne se prête pas à la digression, les discussions ont une toute autre tonalité. Pour résumer, quand les influenceurs flirtent avec les hommes et les femmes politiques, ils en deviennent, souvent et malgré eux, les porte-paroles. J'ai mis du temps à assumer des discours justement bien précis. J'ai mis du temps. Puisque les idées sont un marché et que le gouvernement achète lui-même ses porte-paroles pour faire passer des messages, difficile de savoir à qui faire confiance. Entre ceux qui gardent une distance très lointaine, ceux qui refusent encore les prises de position audacieuses, ceux qui se la jouent neutre en acceptant paradoxalement ou naïvement de servir la soupe au pouvoir en place. Alors que souvent plusieurs de ces profils sont mêlés, collaborent eux-mêmes ensemble, difficile de s'y retrouver et de savoir en qui on peut vraiment avoir confiance. Alors quand il surgit une nouvelle méta, la venue de nulle part comme la réforme des retraites, difficile de faire la part des choses. Dans le coup, ils veulent que les gens travaillent plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de fonds publics. Bon, je vais pas refaire le débat, mais oui, ça m'exaspère, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut avoir des gens qui sont les gens les plus riches du monde en France, et je ne comprends pas pourquoi il faudrait que les gens travaillent plus. Ça n'a aucun putain de sens, ça n'a aucun sens. Et donc du coup, oui, évidemment, j'en parle parce que c'est très concret. Ce que beaucoup de médias ont retenu de la réforme des retraites, c'est le sursaut politique des influenceurs qui, enfin, prenaient position et faisaient corps avec le mouvement social contre Emmanuel Macron et le gouvernement, et pour certains, comme dans un espèce de revirement inattendu après des collaborations répétées avec ce dernier. De nombreux articles partagent des listes, souvent partielles, de noms qui en jettent. Léna Situation, Antoine Daniel, Seb Lafrite et même le rappeur SCH. Tous ces noms sont alors devenus, contre toute attente, des sortes de porte-drapeaux de la jeunesse incomprise et solidement soudés derrière ces figures à l'engagement public salvateur. C'est une nouvelle méta. De très nombreux créateurs de contenu, jusque-là timides sur leurs véritables idées politiques, se sont mis à parler pour dénoncer la politique de Macron, les violences policières, le 49.3 et tout ce qui s'ensuit. Ce sont de véritables positions politiques, très clivantes, en tout cas un peu plus que il faut sauver la planète, ou les trop dur ce qui se passe en Afrique, hashtag Save Africa, ouf. Pourtant tout ça s'appelle une nouvelle question. Sont-ils arrivistes ou sont-ils sincères dans leur nouvelle démarche? Enfin, j'ai pas l'impression que c'est qu'un paraître. J'ai l'impression de rester quand même fidèle à mes valeurs. Pour moi, ça n'a jamais bougé, quoi. Ça a toujours été des valeurs à gauche. Et puis d'autant plus maintenant que de toute façon, la petite, c'est mon prochain, entre guillemets, l'avenir assuré. Ça n'a pas changé mon mood politique. La question n'a pas de réponse satisfaisante. Évidemment, il y a du cas par cas.
Lorsque la réforme des retraites surgit dans le débat public, nous sommes fin décembre 2022. C'est durant ce mois que les principaux syndicats s'entendent et se réunissent en intersyndicale, qu'ils fixent la première grève et manifestation du 19 janvier, date à laquelle la mobilisation est beaucoup plus massive qu'espérée à l'origine. À cette époque, et durant les 2 mois qui vont suivre, les manifestations vont s'enchaîner. Les grèves, elles aussi, comme celles des éboueurs, vont perdurer et l'opinion publique soutient ces mobilisations sans faiblir, au contraire. Si 59% des Français soutiennent le mouvement social durant la 2e semaine de janvier, cette proportion passe à 66% la 3e semaine et à 72% la 4e semaine. Pourtant, cette période coïncide également avec une certaine frilosité, dira-t-on, des influenceurs. En effet, lorsque l'on reprend le calendrier, on constate que très peu abordent le sujet sur Twitter ou sur Instagram. Certains en parlent, comme moi-même le 18 janvier, Nota Bene le 19 janvier, ou encore, et c'est plus surprenant, Terracide le 20 janvier, mais globalement, beaucoup décident de garder une distance raisonnable avec le mouvement social. Tu peux pas en fait dire non, moi je suis au-dessus de ça. C'est un privilège qu'ils ont de ne pas le dire, comme le fait, de se dire apolitique, c'est un énorme privilège. En fait, c'est trop facile, je trouve, de rester silencieux, de rester loin de tout ça. Pour moi, c'est une position de privilégié où tu vas favoriser un statu quo. Les partis, les syndicats, les bannières rouges, c'est quand même un peu trop politisé tout ça. À ce moment-là, et même si l'opinion est acquise au mouvement social donc, les influenceurs ont l'impression probablement d'avoir encore trop à perdre. L'engagement rebute, nous en parlions en début de vidéo, et pourtant ce non-engagement, alors que la population adhérait chaque jour un peu plus à la contestation, elle passait de plus en plus pour une prise de position qui ne disait pas son nom. Parce que, comme nous l'avons démontré plus tôt, le silence aussi est politique. Si l'on retient aujourd'hui tous collectivement l'engagement de ces stars des plateformes dans ce mouvement social qui semblait décidément mener sa lutte sur tous les fronts, la presse de janvier et de février 2023 s'interrogeait plutôt au contraire sur leur absence. Dans un article de Combini, on évoquait même la notion d'apolitiquement correct pour définir ce curieux moment où toute la société, même celle du cinéma, même celle de la musique, même celle de la télévision, se réveillait pour dire son opposition à la réforme des retraites. Pour une fois, le sujet semble mettre d'accord une très large majorité de Français. Et c'est encore plus unanime si on parle du cœur d'audience des créateurs de contenu. Les jeunes sont très largement opposés à cette réforme, alors que risquent-ils à prendre un peu plus position? C'était la question que cet article posait, à juste titre, en concluant par la phrase suivante: « Les gros influenceurs restent particulièrement sourds aux cris de la rue. » Moi, je suis déçu de certaines personnes dans leur non-prise d'opposition. Ou alors leur prise mollassonne de position. La crainte de retombées économiques était sûrement trop forte chez beaucoup. Et ceux qui parlaient déjà étaient régulièrement mis en garde, peut-être à juste titre d'ailleurs. Il y avait quand même ce truc aussi de la part des agences, par rapport au marketing de certaines marques, tout ça, de dire attention, ne prenez pas la parole, parce que si vous prenez la parole, c'est un manque à gagner sur vos contrats, parce que les marques sont extrêmement frileuses de ça. C'est un truc d'ailleurs que je crois qui a pas duré extrêmement longtemps. Je crois que c'est Ponce qui a dit qu'au moment où il a commencé à être assez vocal sur ses engagements politiques, il avait perdu justement des contrats. Ah, l'honnêteté ne paye pas du tout. Mais le milieu est injuste. Le milieu est injuste. Évidemment, je me suis fermé des milliards de portes. Évidemment, ma carrière en tant que streamer aurait été infiniment différente si j'avais continué à ne pas me positionner sur les choses. C'est une certitude. Parce que oui, c'est vrai, avant le 49.3 du 16 mars et surtout le 20 mars avec le rejet de la motion de censure transpartisane, le silence était de rigueur. C'est Sullivan Goued qui, le premier, brise la glace en story sur Instagram le 17 mars. À ce sujet, Vincent Manilev, journaliste suivant de très près les influenceurs, dira même qu'il a fait ce qu'aucun de ses collègues influenceurs ou presque n'ont fait, prendre position sur la réforme des retraites. Ce moment de 49.3 a conduit à une bascule. Beaucoup ont tweeté sur ce sujet très précisément, n'évoquant ni la grève ni les manifestations, mais en mettant en avant le déni de démocratie comme pour ne pas aller trop loin. On ne peut pas être contre la démocratie. Et puis, très rapidement, en quelques jours à peine, tout le monde s'est senti obligé de dénoncer l'attitude du gouvernement, puis sa politique. Et finalement, beaucoup ont même été jusqu'à relayer les caisses de grève ou à publiquement communiquer sur les dons qu'ils ont pu y faire. Être du côté du mouvement social, c'était devenu la nouvelle position normale et normative. C'était désormais à ceux qui ne s'exprimaient pas de justifier leur position. C'est donc après 9 longues semaines de mobilisation, 2 mois d'actualité politique autour du mouvement social, que l'omerta tombe enfin. Soudain et contre toute attente, tout va crescendo. Enjoy Phoenix défend les éboueurs sur Twitter, Seb Lafrite déplore que l'on se fasse, je cite, chier dessus jusqu'au bout, et Rebedéter va même jusqu'à qualifier nos représentants politiques de vieux FDP corrompus. Summum de l'inattendu, l'émission Popcorn, le talk show le plus suivi de France sur Twitch à l'époque, devient transitoirement un média partageant la cagnotte de grève et évoquant jusqu'aux violences policières, ce qui pour le coup restait quand même un terrain sur lequel beaucoup ne s'aventuraient pas encore.
le gouvernement qui a fait passer la réforme des retraites. Ça s'est accompagné de violences policières qui nous ont valu par exemple des déclarations d'Amnesty International, aussi d'autres assauts de protection des droits humains qui généralement se focalisent sur les régimes autoritaires. Alors la question, c'est la suivante. Pourquoi si tard? Pourquoi maintenant? Et pourquoi tout le monde s'y est mis? Et jusqu'à aussi loin dans l'engagement, hein. La question, elle est complexe, mais disons que quand le silence devient la position politique la plus dure à tenir, et celle sur laquelle on vient nous plus le chercher dans les chats, dans les commentaires, dans les messages, et quand tout le monde commence subitement à rejoindre le train de l'engagement, faut pas être le dernier à rester sur le côté. Alors, certains, évidemment, étaient sincèrement contre cette réforme depuis le début, mais ils n'osaient pas toujours, par peur de la réaction de leur public, de le dire très clairement. Les autres, peut-être le plus gros du lot, se sont mis à rejoindre le train par la pression de leur milieu, ou par la pression de leur public, parce que finalement, sur le marché des idées, c'était l'anti-réforme qui avait la meilleure cote. Beaucoup se sont par exemple interrogés sur Inoxtag qui, alors qu'il disait ne pas être là pour parler de politique dans un tweet supprimé depuis, faisait son mea culpa le 21 mars en devenant alors un soutien de la grève et un relais de la cagnotte. Guillaume de Quitonon, dirigeant de l'agence Reach, expliquait à l'AFP à ce sujet que le basculement des influenceurs s'est fait avec le 49.3, mais aussi et surtout par la forte attente des followers qui reprochaient à leurs influenceurs préférés de ne pas avoir pris la parole et de ne pas être engagés sur le sujet. Chez beaucoup, ce revirement s'est fait lorsqu'il a été éliminé toute retombée négative possible sur leur relation avec les marques. C'est en tout cas ce qu'on comprend de la suite de l'interview ou de la confidence de quelques agents. C'est en effet un levier économique fort qui, comme on l'a vu avec ce principe de mercenariat, jette le trouble sur les intentions de chacun. Les influenceurs ne sont alors pas devenus, à partir de cet instant, des alliés objectifs d'une lutte sociale et politique face au gouvernement et à la présidence d'Emmanuel Macron. Si certains y réfléchiront à 2 fois avant de retourner faire des OP pour un ministère, si d'autres retrouveront le chemin de l'engagement plus facilement désormais, le retour au silence et à l'apolitisme correct, pour reprendre les paroles de Combini, ça risque d'être la norme. Mais en même temps, tout est à faire en fait. Il n'y a rien qui est écrit d'avance en la matière. Cela n'a pas été une mince affaire pour les retraites malgré la longueur, la dureté et l'ampleur du mouvement social. C'est un sujet qui parlait à tout le monde, qui impactait notre entourage, nos vies, la vie de nos parents. On prend mécaniquement moins de risques en tant qu'influenceur à donner son avis sur la réforme des retraites que sur la loi immigration, pour reprendre les paroles de Clément Legrand dans un article de Novétique. Pour lui, le mouvement social était même devenu un moyen de créer du lien avec leur communauté, sans se couper totalement d'une partie de leurs followers. Cependant, force est de constater aussi que, hélas, beaucoup de créateurs et de créatrices, même si la parole politique s'est libérée, continuent de payer le prix de cet engagement et doivent, de manière permanente, se justifier encore et inlassablement auprès de leur public. Moi, depuis que j'ouvre ma gueule, etc., j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, je veux juste venir sur Twitch pour me divertir, je veux pas qu'on soulève des questions, je veux pas qu'on me dise ce qu'on pense sur certains sujets, je veux juste me divertir. » Moi, franchement, je vois énormément de gens dire ça. Des fois, on apporte des sujets et je vois dans mon chat des gens écrire, ça peut arriver, tu vois, des gens écrire bon, faut passer à autre chose. Un streamer ne doit pas imposer ses opinions politiques, etc., etc. Donc, et je pense qu'il y aura toujours ça. Parce qu'encore une fois, le divertissement, pour certaines personnes, c'est mettre le cerveau de côté. Pour moi, non, mais pour certaines personnes, c'est le cas. Le harcèlement politique, de rigueur et de plus en plus banalisé, est violent et se cumule aux autres formes de harcèlement dont on a déjà beaucoup parlé. Si chez certains, cela libère d'autant plus, chez d'autres, cela crée plutôt un réflexe humain de survie, de repli sur soi. Un sentiment d'incompréhension aussi parfois. T'as des arguments politiques que je comprends pas trop de la part de certaines personnes dans le vote, en disant mais quand tu votes, en fait, tu votes pour tes intérêts, en fait, tu vois. Si tu payes beaucoup d'impôts et que t'as un candidat qui dit on va augmenter les impôts, pourquoi tu vas aller voter pour lui? Quand tu as été de Gaulle dans la S pendant 20-30 ans, que tu as bénéficié des aides sociales et que tu as survécu grâce à ça et que tes parents ont réussi à se soutenir grâce à une allocation adulte handicapé et compagnie, que la minute où tu t'en sors, tu dois forcément voter à droite. Ça a l'air d'être pour beaucoup de gens une évidence. Et en fait, ça m'est arrivé mais plein de fois, de tomber sur des gens qui disaient ah bah j'étais abonné avant. Je disais bah avant quoi? Ah bah avant que tu te politises, ça date de quand? Et donc là je rentre dans la fameuse discussion, ah bah 2018 machin, et tout. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus écrire moi, tu vois, donc en vrai c'est un peu bizarre. Et donc ils te rétorquent oui mais en fait c'est parce que tous les universitaires sont des gauchos. Je sais que les gens ils ont soif d'argent et de popularité, mais enfin je veux dire il y a un moment, j'ai eu assez d'argent pour ouvrir un label de musique qui emploie 4 personnes à temps plein. Honnêtement, j'ai autre chose à foutre que réfléchir à ah merde, il y a moins de gens qui me suivent. Et puis surtout qu'au bout d'un moment, la qualité des gens avec qui tu échanges. Alors c'est sûr que la différence, elle est colossale. Je sais qu'il y a des gens qui étaient abonnés à ma chaîne depuis de nombreuses années
qui aujourd'hui me regarde plus du tout. C'est impossible, tu vois. Bon, ça prend du temps de l'accepter parce que, comme on dit, bon, tous les gens qui sont exposés un minimum publiquement le savent. 1000 personnes qui te disent je t'aime n'auront jamais autant d'impact que la personne qui te traite de fils de pute de tes morts. Il y a des centaines, potentiellement des milliers de personnes qui me détestent au plus haut point et qui considèrent que je suis un parasite, un hypocrite ou quelqu'un qui mérite d'être caillassé. Ça va, j'ai réussi à accepter ça. C'est devenu un peu une mode sur les réseaux, notamment Twitter, un peu de me cracher dessus pour rien. En fait, quoi que je fasse, il y a des gens qui vont me cracher dessus alors que je n'ai rien fait, donc autant faire, en fait. Autant faire et perdons pas notre temps, quoi. Jamais vraiment cru, souvent questionné, ceux qui parlent le plus sont aussi ceux qui prennent le plus. Et lorsque peu de personnes tiennent le bouclier, les dégâts peuvent paraître trop importants pour que le jeu envahisse la chandelle, et tout le monde pourrait être tenté de regagner une position beaucoup plus neutre. La question qui demeure est alors la suivante. Après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La question qui devient centrale pour moi, c'est celle-ci. Va-t-on à présent assister à un sursaut de mobilisation de nos influenceurs, à l'émergence d'un nouveau paradigme, à une nouvelle logique sur laquelle on pourra désormais compter ou pas? Les Européennes ont pu nous faire dire que non, et je m'apprêtais à conclure à cet instant que, effectivement, le retour à la normale se ferait vers un apolitisme normatif. Je me disais alors la chose suivante, ce qui avait été déclenché par les retraites demeurait exceptionnel, un alignement des planètes particulier qui avait été nécessaire, tout ça s'était fait un peu naturellement, et tout un pays avait dû se mettre en mouvement pour sortir de leur frilosité, après un délai qui interroge encore nos stars préférées d'Internet. À partir du moment où les résultats, les estimations, enfin peu importe, je ne sais plus quel est le timing, sortent, et que clairement c'est le RN aux européennes qui passe largement, etc., il n'y a quasiment personne qui bouge, mais outre les gens qui sont déjà extrêmement politisés de manière systématique. J'étais un peu dégoûté du mutisme de tout le monde en mode c'est un non-sujet, alors que quand même, quand tu as connu 2002 Le Pen et une France qui avait honte d'être raciste, je trouvais que c'était incroyable de voir même des gens qui ont l'air plutôt chill à gauche, juste fermer leur gueule en mode bon, c'est ok, on se retrouve demain pour le let's play de X ou Y ou tel OP. Et le paysage politique a quand même pas mal évolué depuis. C'est pour ça que je me suis permis d'attendre, de discuter autour de moi et de revoir ma conclusion. On pourrait aussi se dire que les européennes, ce n'est révélateur de rien. Ce scrutin, historiquement boudé par les Français, ne passionne pas tellement les foules ni les rédactions. Ce vote sert moins à orienter la politique européenne que de scrutin intermédiaire dans un pays qui n'en connaît plus vraiment depuis le passage au quinquennat et à l'inversion du calendrier électoral. Les européennes ont alors eu plusieurs fonctions, dont une qui dépasse pour beaucoup les électeurs, reconfigurer les alliances fratricides dans la douleur. Ce fut particulièrement le cas à gauche, qui cherchait alors à rééquilibrer les groupes de la NUPES pour faire changer de camp le leadership. Cet arbitrage des rapports de force a été au centre de la campagne des différents partis de gauche, notamment pour insister sur les points qui les distinguent, là où la majorité des idées les rassemble, et nous avons alors assisté à une campagne conflictuelle, fracturant les partis eux-mêmes entre les pro-Union et les pro-ligne. Le Game of Thrones constant à gauche m'exaspère aussi, et moi il y a plein de moments où ça me gonflait les injonctions et compagnie, et je trouvais que des fois ça se tapait trop pour des trucs extrêmement pointilleux. Si moi ça arrivait à me saouler, je me disais que entre guillemets des gens assez indécis et ça allait les saouler ce genre d'injonction et ça allait les braquer totalement. Durant tout le printemps, durant cette campagne, plusieurs alliances ponctuelles se sont alors dessinées avant de s'effacer. Nous avons vu des rapprochements entre les écologistes et le PS au début de la campagne pour s'opposer à la France Insoumise, puis entre la France Insoumise et le Parti communiste durant la dernière ligne droite pour s'opposer au candidat PS Place Publique Glucksmann, et par-ci par-là nous avons vu des configurations comme PS-PCF, VS LFI-ELV, comme sur le nucléaire qui s'est réinvité dans les débats dans la dernière semaine. Tout le monde a, à un moment ou à un autre, cherché soutien sur l'un de ses adversaires de gauche pour en combattre un autre. Pendant ce temps, la droite, qui connaissait alors des fractures importantes, appuyait sur ces mêmes fissures pour émietter la principale alliance qui leur barrait la route pour la suite. Ce pitoyable spectacle a été un facteur important de démobilisation chez des militants qui, localement, continuaient de faire vivre une union qui n'était plus tout à fait à l'ordre du jour. Et chez les sympathisants, ce cirque n'a pas suscité un engouement incroyable non plus. Difficile alors pour beaucoup de créateurs de contenu d'assumer une parole politique dans ce contexte. Si celle-ci s'était trouvée plus facile quelques mois auparavant, l'ambiance n'était plus la même désormais. Et puis il y a eu la dissolution, donc nouvelle conclusion. Face à l'omnipotence de l'extrême droite, plus que jamais aidée par un système médiatique qui y voit son futur maître et à qui il serait bien imprudent de mordre la main, la gauche s'est réunie et a su recréer, pour quelques jours au moins, un espoir dans le camp social. De nombreux créateurs se sont alors levés avec la même rapidité pour s'inscrire dans cette vague.
Eux-mêmes attaqués par une parole fasciste qui s'était déballée comme jamais depuis que la Ve République existe, ils étaient de toute façon liés, pour des raisons parfois diverses, à ce nouveau Front populaire dont ils ont souvent fait la campagne sans détour ni chichi. Mister MV et Ponce, par exemple, ont été très impliqués personnellement. C'est les 3 semaines de guerre sur Twitter qui ont découlé, où j'y allais tous les jours, parce que j'étais en mode, mais c'est une dinguerie, quoi. Ouvrez votre gueule, enfin, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Bon, alors évidemment qu'il y a des gens qui n'avaient pas voté pour les européennes allaient se bouger, mais si ça restait en l'état, on allait littéralement avoir un gouvernement d'extrême droite, quoi. Et je trouvais ça absolument fou que ça réveille pas plus de fougue chez les gens, alors qu'il y a 20 ans, tout le monde aurait été dans la rue. C'est que j'ai vraiment peur du Rassemblement national, mais peur dans le sens, ouais, ça me fait peur. En fait, ça occupait les pensées de tout le monde. Il y avait beaucoup de gens qui étaient inquiets par la montée de l'extrême droite. Donc il y avait besoin de se retrouver entre nous, où en fait on trouve toujours que c'est un problème, que l'extrême droite elle soit aussi présente. Et en fait, c'est un discours qui s'est raréfié dans les médias. Cette dérive du discours public aussi, où on voit de plus en plus dans l'espace public des propos qui seraient pas passés il y a 20 ans, et on leur place dans cet espace médiatique, dans le débat public, et je peux pas, en tant que citoyen, accepter ça, en fait. C'est pas possible. Cette opposition à l'extrême droite est à ce moment-là devenue normative. De Squeezie jusqu'aux joueurs les plus mous de l'équipe de France, celle-ci a été partagée. Même si, c'est vrai, il y avait quand même un refus pour beaucoup d'aller plus loin en choisissant franchement l'un des 2 blocs restants, le bloc libéral conservateur des macronistes, ou le nouveau Front populaire qui ratissait quand même bien large de Poutou à Hollande. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. Ça sera important, voilà, de faire barrage à l'extrême droite. Chez les streamers, les streameuses, les youtubeurs, les youtubeuses, les influenceurs, les influenceuses, un nouveau cap venait pourtant d'être franchi. Une tribune, regroupant alors plus de 300 noms, a été écrite. Elle rappelle sans détour les origines nazies du Rassemblement national, la nécessité de défendre les personnalités LGBTQIA+, les personnes racisées, juives et musulmanes, ou perçues comme telles, et la nécessité de sortir de cette neutralité qui, d'ordinaire, reste la position par défaut. Cette même tribune marque un précédent, puisqu'elle appelle univoquement à choisir un bulletin de vote, un seul, celui du nouveau Front populaire. Elle assume son parti pris, ne se défile pas, et ses signataires l'ont défendu sans jamais se dédire. Il y a un rassemblement qui va clairement contre ces idées qui, moi, honnêtement, me font peur, quoi. Il faut pouvoir le soutenir. Je dis, ok, c'est peut-être le moment. Du coup, comme je dis, moi, j'ai beaucoup de déceptions. Mélenchon et tout ce qui a pu se passer, j'ai quand même plein de déceptions. Et là, je me dis, putain, il se passe un truc, tout le monde est d'accord. Et à se dire, on y va, sous une même bannière. Et le fait que tu aies ces personnes, ces énormes célébrités qui prennent la parole à ce moment-là, qui reçoivent en plus du soutien en disant que c'est bien et tout, il y a cette vague finalement de mimique, de se dire ok, si lui le dit, alors moi aussi je peux me permettre de le dire. Mais là je pense que j'ai été entraînée dans cette vague globale et du coup je me suis sentie plus en sécurité parce que d'autres prenaient part et que je n'étais plus seule. Comme pour la réforme des retraites, et contrairement aux européennes donc, peut-être alors que la normalisation de la prise de position, de la politisation chez les créateurs de contenu, eh ben ça passe par le combat unitaire. Le combat unitaire crée une dynamique qui s'engouffre partout. Elle redonne espoir, elle transporte les sympathisants, et elle devient un sujet qu'il est difficile d'éviter. Que ce soit par engouement personnel, par suivisme des premiers de cordée, ou pour s'inscrire dans une vague globale qui repose aussi beaucoup sur le public, de nombreux créateurs se sont spontanément érigés comme des relais de la campagne du NFP. Ce moteur médiatique, très important, a été un soutien essentiel pour la gauche. L'extrême droite, si on met TikTok de côté, s'est retrouvée jugulée sur Internet et ses principaux éléments de communication contrecarrés. Alors certes, il lui reste la télé, celle de Bolloré plus particulièrement, mais pour une audience qui n'est, à titre rappel, pas très importante. 3% de part de marché pour CNews, un public âgé de 65,1 ans en moyenne selon les chiffres de juin 2024, une population qui certes vote beaucoup, mais qui ne vote pas encore tout à fait à l'extrême droite non plus. Les meilleurs scores de CNews sont réalisés en réalité chez les plus de 78 ans. La télé, ça a toujours eu un pouvoir de structure important sur l'opinion. Elle a toujours été acquise à la bourgeoisie, ses intérêts. En fait, c'est pas nouveau. La télé, tout court, ça suffit pas comme explication. La télé partage aujourd'hui l'audience médiatique avec tous les canaux d'Internet qui, pour beaucoup, font quand même plutôt les affaires de la gauche. Et ce n'est peut-être pas tout à fait étranger au fait que le nouveau Front populaire représente environ la moitié des voix des moins de 24 ans et qu'elle est également surreprésentée chez les moins de 35 ans au global. Mais voilà, pour maintenir cette politisation franche, assumée et même normative, la gauche doit peut-être elle-même conserver les conditions de la mobilisation de ces canaux médiatiques, notamment en étant à la hauteur, coopérative et inclusive. Et la pureté d'une ligne de parti s'accompagne difficilement des paroles tout à fait libres de ces nouveaux médias, de ces nouvelles méthodes de faire campagne. Et puis c'est pas facile pour des cadres de partis politiques d'accorder sans faille leur confiance à des nouveaux convertis, à des créateurs d'une sensibilité parfois mal formée, un peu bancale, pour le dire d'ailleurs assez directement, des marxistes du dimanche, quoi. Voilà, c'est pas facile, c'est pas naturel.
J'essaye de me réjouir de la situation actuelle, celle d'un monde où, au final, peut-être, on réassume d'être de telle ou telle chapelle, que l'on confronte nos points de vue, qu'on remette au goût du jour cette culture du débat. Parce que, comme je l'ai montré au début de cette vidéo, tout est politique, tout le monde est politique, les créateurs de contenu d'autant plus, y compris malgré eux. Et le moment est peut-être alors propice à ce que chacun puisse sortir du bois, s'intéresser au monde, sortir du mercenariat et en profiter pour que l'on ait tous des grilles de lecture un peu plus honnêtes des intérêts de chacun. J'ose croire que l'on revient peut-être de loin. L'arrivée de Macron a probablement, et plus qu'on ne le croit, contribué à la normalisation de l'apolitisme de façade. Dans une ambiance où la gauche et la droite, celle de Hollande, était devenue la droite de la gauche, puis la droite tout court, avec les dernières années qu'on a connues, difficile de savoir où se placer pour beaucoup. François Hollande, qui avait quand même largement mobilisé et lui-même fait reculer l'abstention, qui avait profité du rejet de Sarkozy pour surmobiliser les catégories populaires, c'était aussi celui qui avait laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup. Mais alors que l'on était animé par la détestation de cet homme au point qu'il décide de ne pas se représenter, beaucoup ont quand même porté leurs attentes sur son héritier, Macron. Souvenez-vous, Macron, au départ, pas de programme. Ah oui, non mais il voulait filer le chômage à tout le monde, il voulait faire la PMA, la GPA, il voulait faciliter les démissions, il voulait légaliser le cannabis. De nombreux youtubeurs, de nombreux influenceurs, et je m'inclus là-dedans, avaient alors connu leur première mobilisation numérique lors de la loi travail. Mais à l'époque, une frange assez importante de ceux qui avaient cru à cette gauche ne voulait pas franchir le Rubicon de la division, il fallait garder un cap et surtout, il fallait garder notre camp uni. Les loyalistes de Hollande disaient d'ailleurs des frondeurs à l'Assemblée qu'ils faisaient le jeu de la droite. Moi, je laisse aux frondeurs la responsabilité de déterminer quelle image ils veulent donner. Et à un moment donné, l'outrance n'est pas la meilleure des solutions. Cette droite avec laquelle une bonne partie d'entre eux ont décidé de gouverner quelques années plus tard au sein de la République En Marche. Alors concernant cet espoir que cette gauche continuait de susciter auprès de pas mal de gens, il faut les comprendre, on n'avait pas le même recul qu'aujourd'hui. Après tout, cette gauche, c'est celle qui avait mis Montebourg et Aubry à de bons scores aux primaires, c'était celle qui avait fait émerger un Mélenchon avec lequel on voyait les socialistes s'allier. Mélenchon en était un, après tout, à l'origine de socialiste. Et c'était aussi celle qui était en train de faire le mariage pour tous. Cette trahison idéologique, l'événement du « en même temps » et du bloc central allant de gauche à droite, ça a brouillé de nombreux repères, ça a fracturé notre camp, ça a créé du ressentiment et ça a nécessité une reconstruction de la gauche radicale. Et on en paye encore les conséquences aujourd'hui. Mais c'était hier, et les temps changent. Alors la gauche c'est mon camp à moi, et comme c'est mon camp à moi, je prêche pour lui. Mais en discutant ci et là, je me rends compte aujourd'hui quand même d'une chose assez élémentaire. La gauche ne mobilise en réalité pas les influenceurs, les créateurs, les streamers. Et elle ne le fait que lorsqu'elle est unie, et qu'elle martèle ses objectifs. Bien sûr que la gauche connaît une pluralité de lignes, et que celle-ci se frite parfois, et j'en sais quelque chose, et que leur épaisseur varie au gré des actualités ou des faits divers. C'est vrai, et tout le monde le sait. Mais n'oublions pas que les créateurs et les créatrices de contenu, les influenceurs, les influenceuses, les auteurs, les autrices, les intellectuels ne prennent jamais part au conflit interne. Ils n'arbitrent jamais rien. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. En fait, appeler à voter pour les Verts, pour le NPA et tout, machin, c'est vraiment très difficile. Si t'as l'étiquette Union de la gauche, c'est plus facile parce que ça reste dans un espèce de flou. Moi, de toute façon, je l'ai vu au fil des années. Moi j'en ai eu plein de profils de cette sphère-là qui m'ont follow and follow 6 fois par an selon ce que je disais ou ce que je ne disais pas. Beaucoup finissent par se sentir dépassés, ils perdent confiance et il est difficile, mais pas impossible comme on l'a vu, de les remettre en selle. Les conflits internes, les guerres intestines, c'est contre-productif pour la mobilisation des créateurs de contenu de son camp. Ça met quand même pas mal à distance la société civile. En gros, pour résumer. Et ce, que l'on ait raison ou non de mener ces conflits ou ces guerres de notre point de vue de militant. J'insiste là-dessus. Faut pas croire que tout le monde a le même degré d'information, les mêmes lectures, et que ça ne paraisse pas futile vu de l'extérieur, y compris pour nos propres électeurs. Ce côté démobilisant du conflit interne, on le voit bien avec l'effondrement du bloc macroniste. Tous les mercenaires se sont barrés. Et il doit rester, tout au plus, Thibaut InShape et quelques îlots de timides soutiens ci et là qui se font discrets. L'extrême droite, quant à elle, demeure forte sur Internet, et tout particulièrement TikTok, qu'elle a aussitôt investi. C'est parce qu'elle est plus unitaire que jamais, et même si les lignes d'un Tanguy, d'une Lavalette ou d'un Bardella ne sont au fond pas les mêmes. Malgré ces lignes très contradictoires en interne, elle tient publiquement le même front. Elle se retrouve portée par une galaxie de créateurs identitaires en désaccord sur beaucoup, mais convaincus d'être dans la même équipe malgré tout. Et puis on l'a vu aux législatives avec leurs candidats. Ils accueillent tout le monde. Des nazis les plus décomplexés aux idiots les plus idiots qu'il m'était donné de voir en politique. C'est faux, et archi faux. Je suis donc, oui, c'est vrai, très politisé. J'ai depuis longtemps fait le deuil d'être consensuel et je crois, peut-être naïvement, que ça me sauve parfois aux yeux de mon public. J'ai décidé d'arrêter de faire semblant. Quoi qu'il en advienne. C'est mon choix et c'est un choix politique. Tout le monde a en la matière un choix, conscient ou non, à faire.
celui de s'exprimer ou celui de se taire, celui de diffuser ses idées ou de ne pas en prendre le risque, et les créateurs de contenu sur Internet en tout premier lieu, et pour tout un tas de raisons que j'ai détaillées au cours de cette longue vidéo. Moi je pense que nous devons le prendre comme une chance pour notre démocratie que certains assument leurs idées, leurs obédiences, leurs affiliations partisanes. Nous y voyons plus clair dans leur jeu, dans leurs pensées, ça permet de respecter l'exigence de transparence que nous devrions tous avoir envers nos idoles pour éviter d'être trompés. D'un point de vue personnel mais partisan désormais, parce que moi je suis affilié à un parti, la gauche a eu quand même, je trouve, énormément de chances de pouvoir compter sur une parole qui se libère enfin, et des soutiens qui s'assument de plus en plus. Moi j'en suis le premier content, et j'ai pu percevoir cette dynamique de l'intérieur. Mais à elle désormais, à la gauche militante, d'être à la hauteur pour inscrire ça dans la durée. Il faut pour ça donner de l'horizontalité tant promise, tant revendiquée, il faut être unitaire dans la pluralité, il faut accepter la divergence et la critique interne, et ce sans partir dans les croisades orgueilleuses, ni donner dans l'hubris. Nous sommes le camp du collectif, après tout. Nous n'en sommes pas encore, cependant, au stade où nos influenceurs préférés nous incitent à nous syndiquer, à cotiser pour un parti ou à militer sur le terrain. N'en demandons peut-être pas trop non plus, mais ce serait une nouvelle étape intéressante. Pour cela, c'est vrai, il faudrait déjà que les partis existants fassent de la place aux influenceurs qui font déjà ce travail. On a aussi besoin de recréer du lien, de recréer du collectif, de recréer de la discussion, de recréer de l'ouverture, de recréer du débat, d'avoir des endroits où l'on peut ne pas être d'accord. Et ce n'est pas grave. Moins être à cheval sur les petites virgules dans les programmes, qui de toute façon sont rarement applicables en tant que tels, mais plutôt se mettre d'accord sur un horizon, sur une direction, sur quelque chose qui peut mettre le plus de gens d'accord, sur quelque chose qui peut donner l'impression à chacun de pouvoir apporter sa pierre. Il y a de l'espoir, j'ai envie d'y croire, mais je crois que pour cela, il faudra attendre la prochaine grande mobilisation pour voir où on va. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, prendre la parole aujourd'hui au niveau de la politique, c'est plus simple. Ça a ouvert la voie à que plein de gens se politisent de plus en plus, de façon plus ou moins importante. Quand tu regardes la carte des réseaux des streamers avec les groupes de streamers et du coup les groupes sociaux qu'ils forment, Antoine, Baguera, Horty, puis il y a Ponce et moi. Et après, il y a toute la sphère FIFA, il y a toute la sphère Code, Valo, toute cette sphère GTRP, etc., etc. Je trouve qu'au global, c'est en touchant cette autre partie qui ne se prononce pas et qui a tendance à ne pas se prononcer que ça peut faire la différence. Une conclusion pour une vidéo qui explique pourquoi j'ai un discours politique devait matériellement s'inscrire dans un cadre politique assumé, clair, franc et sans détour. C'est un risque qu'il me fallait prendre, et même si, en écrivant cette vidéo, j'ai quand même beaucoup hésité sur jusqu'où il me fallait aller. Parce que malgré tout, je conserve en partie cette peur de vous perdre. Alors, je force le destin. Je prends le pari que vous apprécierez.